À travers l'obscurité viendra la lumière ukrainienne. En Crimée, c'est plus vrai que partout ailleurs dans les territoires occupés. Depuis des mois, l'Ukraine mène une campagne visant à isoler la Crimée, transformant la péninsule occupée en une île coupée du soutien russe. Puis la nuit du 24 juin 2026 est arrivée. L'Ukraine vient de plonger la Crimée dans sa nuit la plus sombre de son histoire. Mais la situation empire pour la Russie. Quelque chose de sombre s'est produit au-delà de la coupure de courant. Quelque chose de vraiment sinistre. Avec l'électricité coupée, l'Ukraine a tout détruit. Nous vous emmenons d'abord à la centrale de Balaklava, à Sébastopol. Cette ville est censée être le joyau de toute l'occupation de la Crimée pour Poutine. C'était le port d'attache de la flotte de la mer Noire, avant que l'Ukraine ne chasse les navires russes par une brillante campagne. Mais maintenant, Sébastopol est vulnérable, et l'Ukraine l'a prouvé avec une série dévastatrice de frappes nocturnes le 24 juin qui ont plongé toute la ville dans l'obscurité. La centrale thermique de Balaklava était la cible principale, et l'assaut aérien ukrainien a parfaitement rempli son objectif. Couper l'électricité, plonger les occupants dans l'obscurité. Lors d'une nuit où des explosions ont également été enregistrées par les chaînes de surveillance ukrainiennes à Kerch, Bakhmut et près du mont Ipetri, qui est une base importante à part entière, en raison, car il abrite une station radar utilisée par le bataillon radiotechnique des forces aérospatiales russes. L'Ukraine a infligé assez de dégâts à l'usine de Balaklava pour plonger les occupants de la Crimée dans l'obscurité. Les détails sur l'ampleur des dégâts causés restent encore flous, mais la panique qui émane des autorités fantoches russes sur la péninsule nous dit tout ce que nous devons savoir. Moscou a installé Mikhail Razvozayev comme gouverneur de Sébastopol. Est intervenu sur Telegram pour expliquer que sa ville a temporairement perdu l'électricité, après des frappes ukrainiennes, sur les infrastructures. Dans des publications ultérieures, le gouverneur a affirmé qu'une combinaison de défense aérienne, d'équipes de tir mobile, de l'armée et de l'aviation russe aurait repoussé 2 attaques ukrainiennes, abattant 70 drones. Mais repousser est un choix de mots intéressant. Les défenses aériennes de la Russie ont tenté d'arrêter les attaques de l'Ukraine contre la Crimée. Elles ont pourtant échoué. Razvozayev l'a même admis sans le vouloir dans une mise à jour, confirmant que l'électricité reste coupée dans les districts de Leninsky, Gagarinsky et plusieurs rues de Sébastopol. Razvozayev, tu ne peux pas dire qu'une attaque a été repoussée quand une ville entière se retrouve plongée dans l'obscurité à cause de ces attaques. Ce que Razvozayev ne dit pas dans ses messages sur Telegram, c'est que la Crimée avait déjà des problèmes d'électricité avant la frappe ukrainienne du 24 juin 2020. Des coupures de courant tournantes avait déjà été instaurée dans une grande partie de la Crimée le 23 juin, présentée par les autorités comme préventive. On ne sait pas clairement ce qu'elle devait prévenir. Le Kiev indépendant indique que ces coupures de courant tournantes ont déjà touché la moitié de la Crimée, survenue d'après une attaque ukrainienne contre des réservoirs de carburant à la centrale thermique de Kerch. Gardez Kerch en tête, nous allons y revenir. Oleg Kryuchkov, porte-parole des autorités d'occupation et des proxys russes, a déclaré « Nous subissons presque chaque jour des attaques contre l'infrastructure énergétique de la Crimée. Des manœuvres et une redistribution de l'électricité sont en cours. Des programmes préventifs de délestage ont été instaurés. En cas de surcharge dans le réseau de Crimée, ils seront appliqués périodiquement, selon la situation. » Eh bien, la situation vient de s'aggraver sérieusement. Une péninsule dépendante du continent ukrainien pour l'électricité est en train d'être coupée. L'Ukraine a frappé l'une des rares centrales électriques de Crimée pour faire passer le message. Malgré la panique, Razvozayev a aussi cherché à incarner une figure inspirante pour les occupants plongés dans l'obscurité par l'Ukraine. Ils ne nous intimideront pas en nous privant de lumière. Nous avons vécu pire, et nous tiendrons bon cette fois aussi, a déclaré le gouverneur de Sébastopol, tout en conseillant timidement aux habitants qu'il serait probablement judicieux d'économiser la batterie de leur téléphone s'ils voulaient avoir une chance de passer des appels d'urgence. Quelle ironie, ils ne nous intimideront pas, vraiment. Provenant d'un gouverneur fantoche d'un régime ayant fait de l'attaque du réseau énergétique ukrainien, notamment en hiver, une stratégie clé pour terroriser les civils et faire pression sur le gouvernement, cette déclaration sonne creux. Le 2 juin, une attaque russe de missiles et de drones a privé 8 régions ukrainiennes d'électricité. La Russie a mené une campagne aérienne contre le réseau énergétique, forçant la plupart des régions à imposer des coupures de courant tout l'hiver pour survivre. Un appel à l'action ne fonctionnera pas en Crimée.
surtout quand ses occupants subissent une opération militaire spéciale censée être déjà terminée. Nous avons vu ici une légère revanche de l'Ukraine, accompagnée d'une stratégie majeure visant à isoler la Crimée et à la rendre ingérable pour la Russie. Un changement est en train de se produire en Crimée. Le pire pour Poutine et ses acolytes, c'est que le 24 juin n'était que le point culminant. Alors que Sébastopol était plongé dans l'obscurité, l'Ukraine frappait partout en Crimée, lors d'une vague d'attaques qui a empiré une situation déjà mauvaise pour la Russie. La veille au soir que l'Ukraine ne plonge la Crimée dans sa nuit la plus sombre, elle lui avait déjà fait subir la nuit la plus violente. L'aboutissement d'une opération visant 60 cibles a eu lieu. Les forces de système sans pilote de l'Ukraine, ajoutant 2 lanceurs, un canon anti-aérien et un radar à un total de 23 équipements de défense aérienne russes, détruits rien qu'en juin, rapporte Euromaidan Press. Mais il y avait plus que cela. Des sites de carburant, 3 drones russes coûteux, et d'autres cibles portent le total à 60 cibles frappées par les forces ukrainiennes, avant la coupure d'électricité. Restez avec nous. Près de Bakhmut, l'Ukraine a frappé un système Pantsir-Sun. Un peu plus loin, à Krotkina, les drones ukrainiens ont détruit un canon anti-aérien et un lanceur S-300. Kerch a aussi été touché. Nous vous avions prévenu, elle a perdu un radar Nebo-U et bien plus. L'Ukraine a aussi visé des camions-citernes dans les territoires occupés, destinés à la Crimée pour atténuer la crise du carburant sur la péninsule. À Orlivka, dans l'oblast de Donetsk, l'Ukraine a détruit un wagon-citerne de carburant. Un transport de ravitaillement a aussi été détruit à Zaporizhia, près de Priazovska. Selon Euromaidan Press, de nombreux autres convois de carburant et de ravitaillement ont été détruits, en Crimée et dans 4 oblasts occupés. L'Ukraine a aussi détruit des drones en Crimée et un centre de formation de pilotes de drones à Debaltseve. Tout ce que l'Ukraine vise est touché, et petit à petit, la mainmise de Poutine sur la Crimée se relâche. Revenons à Kerch, car la destruction d'un système de défense aérienne n'a pas été la seule réussite de l'Ukraine lors de sa vaste série de frappes dans cette région. Le Kyiv Post indique que l'Ukraine a aussi frappé un dépôt pétrolier au port de Kerch. C'était une frappe répétée. Le dépôt brûlait déjà après une attaque menée le 21 juin, donc l'Ukraine a frappé une seconde fois pour maintenir les incendies. L'Ukraine a également frappé le complexe de transbordement et de stockage de produits pétroliers, Test Terminal, sur lequel la Russie compte comme centre logistique pour transférer du gaz naturel liquéfié et des produits pétroliers vers les territoires occupés, y compris la Crimée. Des images de ces frappes ont été publiées par Supernova Plus sur Telegram. La Russie ne peut donc rien nier. Il y a également eu la frappe contre la centrale thermique mentionnée plus tôt, qui a détruit au moins un réservoir de carburant et généré un panache de fumée de près de 50 km, selon la chaîne Telegram Vent de Crimée. Le Kyiv Post ajoute que des incendies ont été signalés à l'entrée de Kerch, là où la Russie déploie des défenses aériennes S-300 et S-400, ainsi qu'à la gare ferroviaire de Naya, qui se trouve également dans la ville. Si Kerch vous paraît familier, c'est aussi parce que la région accueille le célèbre pont de Kerch, reliant la Russie à la Crimée occupée pour le transport de troupes et de matériel. La circulation sur ce pont a été stoppée à 7 heures le jour des frappes massives ukrainiennes. Et un peu plus. L'Ukraine a également frappé une sous-station électrique Nasso-Naya 2 dans le district de Sovetsky en Crimée. Les satellites de la NASA ont confirmé un incendie sur le site, appuyé par des témoignages signalant de fortes explosions vers 2 heures du matin selon le Kyiv Post. Cette frappe a également provoqué des coupures de courant, donc cela ajoute encore un peu plus d'obscurité à ce qui s'est passé le 24 juin. Des drones ukrainiens ont aussi déclenché un incendie sur la flèche d'Arabat. Vous pourriez penser que nous en avons fini avec les frappes. La Russie aurait certainement espéré que ce soit le cas les 23 et 24 juin, mais il y en a encore plus. Avant de découvrir les actions de l'Ukraine, prenez un moment pour souffler et abonnez-vous à The Military Show. Si ce type d'analyse sur la guerre en Ukraine vous intéresse, nous publions ce genre de vidéos chaque jour. Alors, vous êtes prêts pour la suite ? Le 23 juin, les forces d'opération spéciales, ou SSO, de l'Ukraine, se sont rendues sur la plateforme de médias sociaux Threads pour faire une grande annonce. Désolé. Mais nous avons ici une affaire officielle et urgente. Le pont ferroviaire au-dessus du canal de Crimée du Nord, en Crimée, n'existe plus, ont déclaré les SSO, avec plus qu'une pointe de sarcasme. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi,
vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Ensuite, laissez entendre qu'ils allèrent de montrer exactement ce qui s'était passé. Et ils ont tenu cette promesse avec une vidéo de la frappe qui montre que les drones ukrainiens ont absolument dévasté le pont. Encore et encore, nous voyons les images filmées par les drones en approche lorsqu'ils frappent des cibles sur le pont. À la fin de l'attaque, une travée du pont s'est effondrée. Une voie ferrée essentielle pour la Russie vers la Crimée a été détruite. Et une fois que tout cela avait été confirmé par les agents sur le terrain, l'Ukraine a également visé les équipements de réparation, en plus de frapper les restes du pont. Encore une fois, pour s'assurer que la Russie ne puisse pas effectuer une réparation rapide pour le remettre en service. Le Kyiv Post partage plus de détails. Il indique que le pont en question se trouvait près du village de Rozdolna, et que l'attaque a eu lieu le 22 juin, même si elle a été rapportée un jour plus tard. Nous avons donc 3 jours consécutifs de frappes dévastatrices visant les occupants de la Crimée, ce que cette frappe a précisément réalisé. Le pont et la voie ferrée détruits faisaient partie du réseau logistique militaire russe, essentiel pour transporter fournitures, troupes, matériel et carburant en Crimée et vers le sud de l'Ukraine. Avons-nous évoqué 3 jours ? C'est presque une semaine de frappe en réalité. Ce même pont avait également été touché dans les jours précédant la frappe du 22 juin, ainsi que lors d'autres attaques ukrainiennes, visant les passages reliant la Crimée au continent ukrainien. Puisqu'on parle des frappes ukrainiennes de la semaine dernière, mentionnons-en d'autres qui ne concernent pas toute la Crimée. Le 20 juin, l'Ukraine a attaqué la raffinerie de pétrole de Tyumen, située à près de 2000 km de la frontière ukrainienne avec la Russie. Depuis le 21 juin, des attaques répétées visent le port Kavkaz en Russie, qui accueille souvent des ferries transportant des fournitures vers la côte ouest de la Crimée. Un incendie a été signalé au port, et plusieurs ferries utilisées par la Russie comme navires logistiques de fortune ont été touchées. L'Ukraine a déjà mené de grandes frappes, mais jamais à ce point. En quelques jours, l'Ukraine a fortement renforcé sa stratégie pour isoler la Crimée des occupants venus du continent ukrainien et des ravitaillements de Russie. Les défenses aériennes détruites, des dépôts de pétrole en feu et des artères logistiques asséchées. Alors que nous réalisons cette vidéo, l'électricité reste coupée dans de grandes zones de Crimée, sans perspective de fin pour les coupures tournantes sur la péninsule. L'Ukraine a infligé à la Crimée son jour le plus sombre, point culminant d'attaques brutales visant à paralyser la péninsule. Actuellement, l'occupation russe de la Crimée est dans un état catastrophique. Robert Brovdi, commandant des forces de système sans pilote ukrainiennes, a déjà averti les occupants de Crimée après ces attaques. Moscou tombera en Crimée. Les drones du SBS continueront à faire leur part, a rugi Brovdi dans un message sur Telegram le 23 juin. Et cela, c'était avant la coupure de courant à Sébastopol. Mais les Russes en Crimée savent qu'il est sérieux. Ils doivent se demander comment la situation pourrait empirer. Avec déjà des coupures de courant et des drones ukrainiens quasi quotidiens dans leur ciel. Et par-dessus tout cela, la stratégie d'isolement de l'Ukraine prive la péninsule de tout le reste. Prenez le carburant, par exemple. L'Ukraine ne vise pas les dépôts de pétrole et camions-citernes sans motif. Chaque fois que le pétrole russe brûle, la Crimée s'enfonce encore plus dans une crise du carburant qui a déjà frappé la péninsule. Au moment où l'Ukraine menait ses frappes, les autorités de Crimée ont imposé de larges interdictions de vente de carburant aux civils, réservant les stocks restants aux services d'urgence et à l'armée russe. Le dirigeant de la Crimée installée par la Russie, Sergueï Aksionov,
a interdit la vente de carburant d'abord à Sébastopol, puis dans toute la Crimée. Du carburant continue d'arriver sur la péninsule. Un automobiliste frustré a déclaré à la BBC qu'il y a de l'essence à la station, mais qu'elle n'est pas vendue. Apparemment, elle a été livrée pendant la nuit, et pendant la journée, ils étaient censés commencer à la vendre comme d'habitude, mais après le décret d'Aksionov, ils ont tout arrêté. Mais cela nous montre qu'il n'y a pas assez de carburant qui arrive en Crimée. Il est maintenant rationné, et l'habitant moyen de la péninsule est celle qui en pâtit. Tout travail impliquant de conduire est devenu pratiquement impossible. Et ce qui est censé être l'une des destinations de vacances les plus attractives pour les Russes du continent est devenu une zone interdite. Les réservations de voyage ont déjà baissé de 58% durant les 2 semaines précédant le 22 juin selon la nouvelle voix de l'Ukraine. Et la situation va encore empirer pour l'une des principales sources de revenus de la Crimée. Des perturbations des transports et du rail ont aussi touché la péninsule, selon le Kyiv Post. Le principal opérateur ferroviaire de la péninsule, Grand Service Express, a déjà annoncé que tous les trains Tavria quittant la Crimée ne partiraient désormais que de Kerch, et que tous les trains arrivant s'arrêteraient également là-bas. Pour aller plus loin dans la péninsule, il faut prendre un bus. Les transports publics ont été réduits, et les centres commerciaux ont limité leurs horaires. Visiter un supermarché n'est pas vraiment utile. Le 9 juin, TVP World a rapporté que les autorités ukrainiennes signalent des pénuries alimentaires, conséquence des attaques ukrainiennes sur la logistique vers la Crimée. On peut aussi se demander combien de temps les trains circuleront à Kerch, maintenant que l'Ukraine a clairement indiqué qu'elle frapperait durement cette région à plusieurs reprises. Des signes plus étranges montrent que la stratégie de l'Ukraine pour isoler la Crimée fonctionne. Par exemple, Aksionov a annoncé que tous les camps pour enfants seront suspendus au moins jusqu'au 1er septembre, apparemment, par crainte de frappes ukrainiennes. Mais l'Ukraine ne vise pas les civils. La suspension s'explique par la crise du carburant en Crimée, rendant les bus pour enfants vers les camps un luxe désormais inabordable pour la région. La Crimée a aussi interdit la circulation nocturne des motos, cyclomoteurs, scooters, mini-motos, quads et véhicules similaires. Encore une fois, cela vise à garantir la sécurité publique, car le bruit des motos gêne le travail des équipes de défense aérienne face aux essaims de drones ukrainiens. Voici le signe le plus fou du succès de l'Ukraine en Crimée. Les sirènes d'alerte aérienne ont été suspendues. Les occupants reçoivent des alertes SMS et notifications d'urgence lors de l'arrivée des drones, mais cette stratégie n'est pas idéale car les coupures de courant compliquent la recharge des téléphones. Oleg Kryuchkov, conseiller d'Aksionov, affirme que déclencher les sirènes d'alerte aérienne provoquerait une véritable folie sur la péninsule. Pourquoi ? Parce qu'elles sonneraient 22 heures par jour, même 7 ou 8 fois la nuit, empêchant les occupants de vivre ce qui reste de la vie qu'ils ont essayé de se construire sur la péninsule. Les attaques de drones ukrainiennes sont devenues si fréquentes et efficaces que les sirènes d'alerte aérienne ne sont plus activées, car elles sonneraient en permanence. Le nœud coulant ukrainien se resserre autour de la Crimée. Nous assistons ici à un blocus inédit. Entourer un territoire pour empêcher les approvisionnements d'entrer ou de sortir n'est guère une stratégie nouvelle. Elle est utilisée par les armées depuis des millénaires. Mais la manière dont l'Ukraine le fait n'a jamais été vue auparavant. Des milliers de drones paralysent la logistique de la Crimée et laissent la péninsule vulnérable à des frappes que l'Ukraine semble désormais capable d'effectuer à volonté. L'Ukraine a affaibli méthodiquement les défenses aériennes de la Crimée en 2025, tout en développant des drones de frappe à moyenne portée, ciblant désormais les artères logistiques russes vers la Crimée. Nous voyons maintenant l'aboutissement de tout ce travail acharné. Le 24 juin, l'Ukraine a infligé à la Crimée occupée sa journée la plus sombre en 12 ans. Dans les jours qui ont précédé, elle a fait vivre à la Crimée les journées les plus féroces qu'elle ait jamais connues. Mais comme le dit Brovdi, le pire est à venir. Les jours sombres vont devenir noirs comme la nuit, alors que les drones ukrainiens rempliront le ciel. Et la lumière ne reviendra en Crimée que lorsque l'Ukraine aura terminé son travail, que la stratégie d'isolement poussera les occupants à abandonner la Crimée en masse. La Crimée de Poutine, c'est fini. Et il n'y a rien qu'il puisse faire pour l'arrêter. La Russie est au pied du mur, ses forces de première ligne échouent et sa machine militaire est à l'arrêt. Une guerre qui devait se terminer par une victoire inévitable se dirige rapidement vers une défaite humiliante. Et les problèmes de Moscou ne s'arrêtent pas là, car quelque chose d'encore plus dévastateur se déroule en coulisses. Un événement pouvant annoncer l'effondrement total de la Fédération de Russie. L'économie du pays ne s'effrite plus, elle s'effondre complètement.
La Russie fait face à une crise de la main-d'œuvre sans précédent et à une récession imminente, alors que chacun de ses indicateurs économiques les plus importants évolue dans la mauvaise direction. L'histoire a prouvé que les pays dans ce genre de situation ne renversent pas la tendance du jour au lendemain. Au contraire, ils endurent souvent des générations entières de difficultés financières alors qu'ils luttent lentement pour retrouver une certaine stabilité. Le même sort attend Moscou. Et tout cela à cause de l'arrogance d'un seul homme, le président russe Vladimir Poutine. Il voulait entrer dans l'histoire comme le plus grand dirigeant que son pays ait jamais eu. Au lieu de cela, il pourrait bien être retenu comme l'homme qui a ruiné la Russie une bonne fois pour toutes. Même si les fanfaronnades de Poutine les ont souvent fait taire, les experts économiques alertent depuis des années. Ils savaient que cela arriverait. Au moment même où les chars et les troupes russes ont franchi la frontière ukrainienne, un compte à rebours s'est enclenché. Dès lors, Moscou a pris un chemin irréversible vers la catastrophe. Seule la durée de ce parcours restait incertaine. Combien de temps avant que les caisses du pays soient vides et qu'il ressente vraiment les effets de son imprudence ? Eh bien, il s'est avéré que la voie était plus longue que beaucoup ne l'avaient anticipé, car la Russie a réussi à s'en sortir plutôt bien pendant les premières années du conflit. Même lorsque la soi-disant opération militaire spéciale s'est révélée bien plus difficile et coûteuse que prévu au départ, Moscou a relevé le défi. Même lorsque les puissances occidentales comme l'Union européenne et les États-Unis ont commencé à imposer vague après vague de sanctions financières sévères, le Kremlin a trouvé des moyens de les contourner. Même après le retrait de certains pays des accords commerciaux avec la Russie et leur refus de soutenir l'invasion, le pays a quand même survécu, en s'appuyant sur de nouvelles relations et les grandes réserves de son Fonds national de richesse pour rester stable et fort. Ainsi, pendant un certain temps, l'économie russe a étonnamment bien résisté, enregistrant une croissance de 4,1% en 2023. Sa croissance annuelle du PIB a dépassé les attentes. Et Poutine se vantait régulièrement de la façon dont son pays avait réussi à résister aux pressions imposées par ses ennemis occidentaux, laissant entendre que la Russie allait de succès en succès. Et il n'y avait rien que le reste du monde puisse faire pour l'arrêter. En réalité, les fissures avaient déjà commencé à apparaître. Elles étaient simplement un peu trop petites pour que la plupart des gens les remarquent. Avec l'augmentation des investissements dans l'industrie de défense russe, le secteur civil subissait la pression. Les petites entreprises ont commencé à avoir des difficultés lorsqu'elles se sont retrouvées coupées des marchés internationaux, incapables d'importer les produits et matériaux dont elles avaient besoin pour survivre ou d'exporter vers les marchés dont elles dépendaient autrefois. Les sanctions ont également eu des répercussions sur la population en général, les familles russes moyennes se retrouvant soudainement privées de biens et de services qu'elles considéraient autrefois comme acquis. Même au plus haut niveau, les oligarques et les élites de Moscou ont vu leurs avoirs internationaux gelés et leur immense richesse diminuer. Mais rien de tout cela n'importait pas vraiment à Poutine, qui montrait simplement les graphiques économiques pour prouver que son pays allait bien. Les années ont passé, et tandis que de nombreux experts occidentaux continuaient d'affirmer que l'économie russe était sur le point de s'effondrer comme un château de cartes, Moscou continuait de déjouer ses attentes. Pendant un temps, il semblait que le pays pouvait tout faire sans subir de conséquences réelles pouvant l'arrêter. Finalement, cependant, la tendance a commencé à s'inverser, et cela s'est produit rapidement. En 2025, la croissance du PIB de la Russie a chuté de façon spectaculaire. Puis, au premier trimestre de 2026, la croissance du PIB est effectivement passée en territoire négatif. C'était la première fois que cela arrivait depuis 2022, et c'était peut-être le signe le plus clair que l'économie du pays commence enfin à ressentir la pression. Soudain, même Poutine a paniqué, réclamant des explications à la Banque centrale et pressant les dirigeants financiers russes de trouver vite des solutions pour inverser la tendance. Mais le cauchemar du président ne faisait que commencer. À mesure que 2026 avançait, les indicateurs économiques de la Russie n'ont fait qu'empirer. L'activité économique a diminué. Mois après mois, et rien que pendant les 3 premiers mois de 2026, plus de 200 000 petites et moyennes entreprises à travers la Russie ont été contraintes de fermer définitivement leurs portes. C'est un chiffre extraordinaire, et il ne va faire qu'augmenter, les experts s'attendant à encore plus de fermetures dans les mois à venir. Dans les petites et grandes villes russes, y compris dans les métropoles les plus grandes et prospères comme Moscou et Saint-Pétersbourg, on trouve des rues bordées de magasins fermés et d'enseignes signalant leur fermeture. Des quartiers jadis animés par des entreprises devenues florissantes ressemblent aujourd'hui à des villes fantômes, pleines de portes closes, de vitrines vides et de vestiges poussiéreux de commerces disparus.
C'est un spectacle sombre, mais c'est aussi le résultat naturel et inévitable de l'appétit insatiable du Kremlin pour la guerre. Le pays est encore tellement déterminé à poursuivre le conflit qu'il est prêt à sacrifier l'ensemble de son secteur civil pour atteindre ses ambitions militaires. Ses dépenses militaires ont explosé, atteignant 15 500 milliards de roubles, soit 190 milliards de dollars en 2025, et on s'attend à un chiffre similaire en 2026, avec environ 14 900 milliards de roubles dépensés au total, ce qui représente 40% de l'ensemble du budget fédéral. Mais en allouant autant de ces ressources limitées à l'armée, il reste peu pour les infrastructures, les services publics, les projets de construction et de développement. Par conséquent, la Russie est entrée dans un état étrange, presque paradoxal, où elle est capable de lancer littéralement des drones et des missiles représentant des centaines de millions de dollars sur l'Ukraine en une seule nuit. Tout cela alors que des centaines de milliers d'entreprises nationales ferment et que le secteur civil est vidé de sa substance. Les chefs d'entreprises russes signalent une hausse des coûts, des taux d'intérêt qui s'envolent, une demande plus faible que jamais, car les Russes ne peuvent tout simplement plus se permettre de dépenser autant qu'avant. Et il y a aussi des impôts plus élevés. C'est trop à supporter pour beaucoup, d'où la fermeture de nombreuses entreprises. Le déficit budgétaire du pays atteint également des niveaux sans précédent et il devrait atteindre jusqu'à 3 000 milliards de roubles, soit 36 milliards de dollars d'ici la fin de 2026. Cela ne peut pas durer, ce n'est même pas viable. Même les responsables russes, habituellement prompts à rentrer dans le rang et à dire à Poutine ce qu'il veut entendre, l'admettent. Par exemple, Anton Tabak, économiste en chef chez Expert ERA, la plus ancienne agence de notation de crédit de Russie, a récemment déclaré que l'économie ne s'est pas refroidie, elle est gelée. De nombreux secteurs claquent déjà des dents. La Banque centrale de Russie a averti qu'une récession est désormais presque inévitable, certains analystes pensant qu'elle pourrait débuter d'ici la fin de l'année si les difficultés économiques persistent. Les prévisions du PIB se sont également détériorées et certains responsables ont même commencé à critiquer ouvertement le Kremlin. Par exemple, Renat Soulimanov, un représentant sibérien à la Douma d'État, a récemment accordé une interview franche, déclarant sans détour que la guerre constitue un fardeau insoutenable pour l'économie et qu'il faut y mettre fin dès que possible. Il est absolument clair que l'économie ne peut pas supporter une poursuite prolongée de la mission d'opération spéciale. Officiellement, 40% du budget fédéral est consacré à la défense et à la sécurité. De quel développement, investissement ou dépenses d'équipement peut-on parler dans ces conditions? Les chars et les obus n'ont aucune valeur pour le consommateur. L'économie les fabrique, mais la population ne peut pas les consommer. Ce sont des dépenses pures et simples. Soulimanov s'est également plaint que plusieurs régions à travers la Russie doivent retarder ou annuler des projets de construction et d'infrastructure parce que les fonds nécessaires ne sont tout simplement pas disponibles. Selon lui, la guerre détourne peu à peu les ressources des investissements essentiels à la croissance économique durable. Même Poutine ne peut plus dissimuler la crise et les difficultés économiques de son pays ont été exposées au grand jour lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg 2026. Mais avant d'examiner cela de plus près, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous expliquons tout en détail comme ça chaque semaine. Le Forum économique international est souvent décrit comme le Davos de la Russie. C'est la période où la Russie affiche sa puissance économique devant des investisseurs et partenaires commerciaux du monde entier. Une réunion glamour de plusieurs jours, rassemblant des responsables officiels, personnalités médiatiques et dirigeants d'entreprises parmi les plus en vue au monde. Mais l'édition 2026 de cet événement autrefois grandiose n'a servi qu'à montrer à quel point la Russie est tombée bas. Tout d'abord, même avant le début de l'événement, l'Ukraine a fait la une des journaux en frappant 2 sites clés à Saint-Pétersbourg même, un important terminal pétrolier et une base navale. En conséquence, des cieux enfumés et une atmosphère agitée ont accueilli les invités alors qu'ils affluaient vers le centre de convention et d'exposition Expo Forum où se tenait le Forum économique international. Peut-être que certains gardèrent encore l'espoir que la Russie pourrait renverser la situation, qu'elle allait dissiper leurs doutes et apaiser leurs craintes, ou que Vladimir Poutine lui-même monterait sur scène pour révéler à quel point l'économie du pays se portait bien. Rien de tout cela ne s'est produit. Dès le début, un responsable du Kremlin, Maxime Orekhin, a dû répondre à une question sur la poursuite de l'isolement économique de la Russie vis-à-vis de l'Occident. Nous ne devons pas espérer un retour à la normale ni la levée des sanctions occidentales. Il a ensuite évoqué des politiques économiques agressives susceptibles de stimuler les investissements et le commerce avec des pays non occidentaux. Mais le scepticisme dans toute la salle était absolument palpable.
Ainsi, tandis que d'autres responsables du Kremlin tentaient de minimiser les problèmes, certains ont ouvertement admis que leur pays est en crise. Le milliardaire Roman Trotsenko, fondateur de la société russe Ion Corporation, n'a rien caché lorsqu'on l'a interrogé sur l'environnement des affaires du pays. Ça va mal, et ça va mal parce que l'ancien modèle, qui a fonctionné pendant de nombreuses années, ne fonctionne plus. Trotsenko a refusé d'admettre que c'était dû à la guerre, invoquant des problèmes démographiques, mais il a reconnu que le moteur s'est arrêté et doit être relancé. Le magnate de l'acier Alexei Mordachov, homme le plus riche de Russie, était d'accord. Il a révélé que son entreprise, Severstal, a réduit son portefeuille d'investissement de 24% et est passée en flux de trésorerie négatif, alors qu'elle était l'un des sidérurgistes les plus rentables au monde les années précédentes. Poutine est aussi monté sur scène, faisant bonne figure comme d'habitude et affirmant que son pays croissait au même rythme que les grandes nations européennes, rejetant la faute des problèmes économiques sur les responsables de l'État. Le président a exprimé sa confiance dans le fait que la progression sera assurée, mais de moins en moins de personnes le croient. Et cela se comprend aisément. Aucune propagande du Kremlin ne peut masquer la réalité vécue par les Russes. Chaque jour, ils sortent dans leur ville et voient de plus en plus d'entreprises locales fermées. Ils entrent dans les magasins et ont moins de choix de produits, souvent avec des prix plus élevés aussi. Ils entendent des récits d'amis, de familles ou de voisins sur des entreprises en échec ou remarquent autour d'eux les conséquences du manque d'investissement dans les infrastructures et de chantiers stoppés. Il y a quelques années, ils auraient accepté ces problèmes comme un effet secondaire temporaire de l'opération militaire spéciale, espérant que la situation s'améliorerait vite. Aujourd'hui, la guerre dure depuis plusieurs années et rien ne s'améliore. En fait, tout devient nettement pire et de nombreux signes indiquent que la Russie n'a pas encore touché le fond. Le 15 avril, par exemple, lors d'une réunion gouvernementale, Poutine s'est vanté du taux de chômage historiquement bas de la Russie, à seulement 2,1%. Pour lui, c'était une bonne chose. Cela prouvait que le pays fonctionnait puisque tant de personnes avaient un emploi. Mais l'analyse de Poutine était superficielle. Il ne voyait que le chiffre et non la cause profonde. En réalité, le faible taux de chômage en Russie n'est pas quelque chose dont Poutine peut être fier. C'est un symptôme de la crise du marché du travail que sa guerre a provoquée. La gouverneure de la banque centrale du pays, Elvira Nabiullina, l'a elle-même admis dès le lendemain, déclarant à la bourse de Moscou que la pénurie de main-d'œuvre était l'un des facteurs critiques qui fragilisent l'économie nationale. Elle a affirmé que la pénurie de travailleurs oblige les entreprises à proposer de meilleurs salaires et avantages. Pour pouvoir réellement se permettre ces incitations, elles sont obligées d'augmenter les prix de leurs biens et services, ce qui entraîne une hausse constante du coût de la vie pour la population. La Banque centrale a cherché à contrôler l'inflation en augmentant les taux d'intérêt à un niveau stupéfiant de 14,5%, mais la situation bascule rapidement dans une zone extrêmement dangereuse. Et tout cela est lié à la guerre. Plus d'1 million de Russes ont été tués ou blessés pendant la guerre, dont beaucoup d'hommes en âge de travailler qui auraient pu contribuer à l'économie. Ils auraient pu créer leurs entreprises dans divers secteurs ou contribuer différemment à la société, par exemple dans la construction, l'agriculture ou la logistique. Au lieu de cela, ils ont été envoyés mourir en Ukraine, utilisés comme chair à canon pour une machine de guerre qui n'avance pas. La migration a également fortement diminué à cause de la guerre. Comme tant d'autres nations, la Russie en est venue à dépendre fortement des travailleurs migrants au fil des années, d'autant plus que sa propre population nationale est en déclin interminable depuis 1992. Elle a fait venir des millions de personnes d'Asie centrale, comme l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, pour renforcer la main-d'œuvre. Mais plus d'1 million sont partis depuis le début de la guerre. Certains ont dû rejoindre l'armée russe, d'autres ont fui, entamant une nouvelle vie ailleurs ou rentrant dans leur pays. Beaucoup ont aussi choisi d'autres destinations, comme la Turquie ou les États du Golfe, laissant ainsi la Russie avec moins de travailleurs. En plus de cela, alors que la guerre fait toujours rage, la Russie a désespérément intensifié ses efforts de recrutement et s'efforce d'intégrer environ 30 000 nouveaux soldats dans ses rangs militaires chaque mois. Cela signifie que la population en âge de travailler est constamment vidée par le conflit et que plus d'1 million des individus les plus brillants et talentueux de Russie ont également quitté volontairement le pays pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Enfin, il y a le fait que l'industrie de la défense russe est devenue si vaste et influente qu'elle a absorbé les travailleurs restants, laissant de moins en moins de personnes pour remplir des rôles essentiels dans d'autres secteurs comme la santé, l'éducation et l'industrie manufacturière. Le résultat final, c'est que même si le secteur de la défense est florissant, toutes les autres industries russes peinent à survivre, et aucun pays ne peut se contenter de la défense uniquement.
Les gens ont besoin de routes, d'hôpitaux, d'écoles, de transports publics, ainsi que de produits et services. Ils ont besoin d'agriculteurs pour cultiver et d'entreprises de livraison pour transporter des articles essentiels, surtout dans un pays aussi vaste que la Russie. Ils ont besoin que la vie fonctionne et continue, que la guerre soit menée ou non à des centaines, voire des milliers de kilomètres d'eux. Poutine, cependant, semble avoir oublié tout cela. Il est au contraire totalement et entièrement obsédé par la guerre, au point que plus rien d'autre n'a d'importance. Comme l'a récemment expliqué le professeur Michael Clark, analyste militaire reconnu, lors d'une interview sur Sky News, le champ de bataille est devenu l'alpha et l'oméga pour le dirigeant russe. Toutes les preuves montrent que Poutine n'agit plus en interne. Il est comme tous les chefs de guerre. C'est un chef de guerre, obsédé par la guerre, et il s'en mêle trop, comme Hitler. Il dit aux généraux ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire. La grande majorité de son temps est consacrée à ce qu'il considère comme la gestion de la guerre, parce que c'est sa guerre. C'est sa place dans l'histoire, pour le meilleur ou pour le pire. Il sera vu comme un grand dirigeant russe, ce qu'il veut, ou comme un désastre absolu pour la Russie. De plus en plus, toutes les preuves semblent indiquer la seconde de ces deux possibilités. Poutine n'a pas seulement compromis ses chances d'entrer dans l'histoire comme le dirigeant emblématique qu'il s'imagine être, il a aussi compromis toute perspective de succès ou de croissance économique pour la Russie pour des années, voire des décennies. Son entêtement a permis à cette guerre de durer trop longtemps. Son imprudence a fait exploser les dépenses de défense à des niveaux intenables. Ses tactiques dispendieuses et son incapacité à coordonner la campagne ont entraîné un nombre absurde de morts et de pertes. Et maintenant, malgré toutes les preuves et les signes qui lui crient d'arrêter, il persiste, injectant encore plus d'argent dans la guerre tout en abandonnant complètement les piliers fondamentaux nécessaires au bon fonctionnement à long terme de toute société moderne. Il a entraîné la Russie dans un gouffre profond et sombre sans issue, parce que si la guerre devait se terminer demain, toutes ces industries non méritées ne vont pas soudainement renaître. À l'été 2025, l'Ukraine a lancé l'opération Toile d'araignée. Les frappes remarquables de drones qui en ont résulté ont ébranlé la Russie jusqu'au plus profond d'elle-même, et ont montré que la guerre que la Russie avait commencée avec l'Ukraine était en train de se retourner contre elle. Ce que nous ignorions alors, c'est que l'opération Toile d'araignée n'était qu'un commencement. Quelque chose de bien plus grand arrivait. En fait, cela s'est produit à la fois avant et après l'opération Toile d'araignée, seulement l'Ukraine a tout gardé secret. L'Ukraine a lancé une opération top secrète, une toile d'araignée 2.0, qui a laissé l'équipement russe brûler partout en Ukraine, alors que les machines ukrainiennes déchaînaient leur fureur. Maintenant, nous avons tous les détails. Nous allons commencer par le chiffre principal. Plus de 1000 systèmes d'artillerie et véhicules blindés russes ont été détruits lors d'une opération secrète que l'Ukraine a appelée Opération Ashan. Cette campagne en 2 phases a complètement dévasté la Russie, à la fois sur les lignes de front et à l'arrière. Et personne ne savait même que cela se produisait jusqu'à ce que le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, révèle son existence lors de l'événement Brave One Advantage du 30 juin. Le concept était d'utiliser des drones bombardiers spécialement développés, soutenus par une reconnaissance efficace. Cela nous a permis de localiser et de frapper des chars, des véhicules blindés de transport de troupes, d'autres véhicules blindés et de l'artillerie. En quelques nuits, plus de 800 équipements ennemis ont été détruits. Après cela, les Russes n'ont pas mené une seule offensive mécanisée pendant 6 mois, a déclaré Fedorov, en parlant d'une campagne au cours de laquelle l'Ukraine a visé à plusieurs reprises des cibles russes situées à plus de 50 km au-delà des lignes de front. C'est fou! L'attention sur la campagne de frappe à moyenne portée de l'Ukraine s'est surtout portée sur ses effets sur la logistique russe et l'isolement de la Crimée. Mais pendant que tout cela se passait, l'Ukraine menait une opération distincte juste sous nos yeux, qui pourrait bien être tout aussi dévastatrice pour les ambitions de Poutine que le blocus logistique qui dessert son emprise sur la Crimée. Voici ce que nous savons jusqu'à présent. L'opération Ashan comportait 2 phases, la première étant celle que Fyodorov décrit dans sa citation. Cette phase a débuté grâce aux innovations ukrainiennes en drones. Le ministre de la Défense ukrainien affirme que des drones spéciaux ont été développés et que ceux-ci, associés aux capacités de reconnaissance et de renseignement du pays, ont permis de frapper plus de 800 cibles. Opération préparée depuis des semaines, voire des mois, rendue possible par le brillant système Delta de l'Ukraine. Ce système, qui a été déployé à tous les niveaux des forces de défense ukrainiennes en août 2025, offre à l'Ukraine une connaissance en temps réel du champ de bataille. À chaque enregistrement ou photo d'une position russe, le drone télécharge les données sur Delta.
Il en est de même pour les rapports des troupes au sol ou toute information recueillie par l'Ukraine. Tout cela est centralisé dans ce dépôt, ce qui permet d'organiser des frappes coordonnées, qui ont été essentielles au succès de l'opération Ashan. Lors de la première phase, l'Ukraine a cartographié les positions des chars russes, de l'artillerie, des véhicules blindés et des transports de troupes. Ensuite, l'Ukraine a frappé. Les quelques 800 pièces d'artillerie et véhicules blindés que l'Ukraine a détruits l'ont été en seulement quelques nuits, rapporte Fyodorov. Cela a empêché la Russie de lancer une offensive mécanisée pendant les 6 mois suivants. Le ministre ukrainien de la Défense affirme que l'impact sur le champ de bataille était clair. Il affirme que la Russie avait l'intention de lancer une attaque mécanisée contre l'Ukraine en mai 2025. Cette attaque n'a été menée qu'en octobre, et c'est entièrement grâce à la première phase de l'opération Ashan. Cela éclaire différemment ce que nous avons vu durant l'été et le début de l'automne 2025. Vous vous rappelez peut-être que des rapports de septembre disaient que la Russie ne pouvait pas lancer d'assaut mécanisé. La Russie est passée à une stratégie d'infiltration durant la seconde moitié de 2025 en envoyant des unités composées de seulement 2 soldats sur le territoire ukrainien, au lieu de lancer des assauts blindés. À l'époque, c'était vu comme une stratégie risquée de la Russie. Aujourd'hui, nous connaissons la vérité. La phase initiale de l'opération Ashan avait laissé Poutine sans autre choix que de compter sur les infiltrés. United 24. Média donne plus d'informations sur la première phase. Il est indiqué que l'opération s'est en fait soldée par des frappes ukrainiennes sur 949 cibles, toutes situées à plus de 50 km au-delà des lignes de front. Fedorov affirme que les quelques 800 correspondaient aux cibles détruites par l'Ukraine, tandis qu'environ 150 autres ont seulement été touchées. United 24. Média révèle aussi que les unités Lazar et Nemesis ukrainiennes ont pris part à l'opération. Ces 2 unités comptent parmi les forces de drones les plus compétentes et redoutées d'Ukraine. Le groupe Lazar, en particulier, a contribué à poser les bases de la stratégie axée sur les drones de l'Ukraine dès le début de l'invasion de Poutine, et il est responsable de la destruction de plus de 13 milliards de dollars d'équipements russes. L'homme derrière tout cela, le colonel Pavlo Yelizarov, est désormais le commandant adjoint de l'armée de l'air ukrainienne, et il est à la tête du développement du bouclier anti-drone de l'Ukraine, qui, espère-t-on, protégera contre les frappes de drones longue portée de la Russie. À ce stade, vous vous demandez peut-être quelque chose. Au début de la vidéo, nous vous avons dit que l'Ukraine avait détruit plus de 1000 véhicules blindés et systèmes d'artillerie. Mais jusqu'à présent, nous avons répété le chiffre de 800. Même les 949 cibles que United 24 Media indique n'atteignent pas tout à fait ce chiffre. Bienvenue dans la phase 2 de l'opération Cendre. Le point d'exclamation sur une attaque dévastatrice contre la puissance offensive russe, faisant grimper les chiffres à 4 chiffres. La première phase de l'opération dévastatrice de l'Ukraine semble avoir été menée à un moment donné au cours du premier semestre 2025, bien que Fedorov ne donne aucun détail, si ce n'est qu'elle a eu un impact sur les plans de la Russie pour mai 2025. Nous connaissons bien mieux la deuxième phase, notamment son début. C'est en juin 2026 que l'Ukraine a lancé la deuxième phase de l'opération Ashan, et cette fois, elle a adopté une approche plus stratégique dans le choix de ses cibles. United 24. Média indique que l'Ukraine a centré la deuxième phase sur l'artillerie et attaqué dans 4 régions clés, toutes face aux tentatives russes d'avancer. Ces régions étaient Donetsk, Kherson, Starobilsk et Zaporizhia, et toutes les positions russes dans ces régions ont subi un déluge de drones ukrainiens, dont le seul objectif était de détruire le plus d'artillerie possible. Ils ont réussi. À la fin de la deuxième phase de l'opération Ashan, l'Ukraine avait frappé 231 cibles supplémentaires et confirmé la destruction de 171 d'entre elles. Une combinaison de communications russes interceptées et d'images de vérification qui ont inévitablement été téléchargées sur Delta a confirmé le résultat. Et dès le premier jour de la deuxième phase, l'impact se faisait déjà sentir. L'activité russe à travers plusieurs régions du front a chuté de 30 à 81% selon l'endroit où l'Ukraine effectuait ses mesures. À la fin de l'opération Ashan, l'Ukraine avait officiellement frappé 1180 cibles, dont la plupart avaient été détruites, ajoute United 24 Media. L'Ukraine a accompli des choses impressionnantes pour se défendre contre la Russie. Cependant, l'opération Ashan compte parmi les plus impressionnantes lancées par l'Ukraine à ce jour, au même niveau que les opérations Spiderweb pour la coordination et la qualité du commandement. Spiderweb est sans doute la plus médiatisée,
car elle impliquait que l'Ukraine fasse entrer discrètement des drones en Russie pour détruire certains des bombardiers stratégiques les plus importants de l'arsenal russe. Cependant, sur le front, l'opération Ashan a eu un impact bien plus immédiat sur la campagne ukrainienne. Mais nous y reviendrons. Il reste un autre point sur l'opération Ashan à évoquer. Selon Fyodorov, la deuxième phase de l'opération a vu l'Ukraine déployer un nouveau type de drone conçu spécifiquement pour détruire les tubes d'artillerie russes. C'est ce qu'affirme un rapport du 17 juin de United 24 Media qui cite Fyodorov. Le ministre de la Défense ukrainien a donné peu d'informations sur ce nouveau drone, précisant que neutraliser l'artillerie russe avec de simples largages par drone est très difficile et souvent insuffisant pour l'Ukraine. Fyodorov affirme que l'artillerie ainsi endommagée est souvent réparable, rendant les avantages de ces frappes de drones temporaires. Pour surmonter ce problème, les ingénieurs ukrainiens ont mis au point un nouveau type de munition pour l'opération Ashan, qui cible non seulement le canon de l'artillerie russe, mais qui est suffisamment puissante pour le faire éclater, au point que la pièce d'artillerie ne puisse plus jamais être utilisée. Un obus spécial a été développé, et après seulement 2 nuits, 250 pièces d'artillerie russe ont été détruites. Il y a une confirmation vidéo pour chaque cas, c'est tout ce que Fyodorov dira. À part cela, on ignore beaucoup sur le broyeur de canons ukrainien, et c'est sûrement préférable. Moins l'Ukraine en dit sur sa nouvelle munition, plus il est probable qu'elle pourra exécuter une autre phase de l'opération Ashan à l'avenir, sans que la Russie ne puisse y faire quoi que ce soit. Et cela nous amène à la grande question. Pourquoi l'opération Ashan est-elle importante ? Nous répondrons à cette question dans un instant. Mais d'abord, rappel, vous regardez l'émission militaire. Si vous trouvez nos analyses utiles, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous savons ce que l'opération Ashan n'était pas. Fyodorov affirme que cette opération en 2 phases sur plusieurs années n'avait jamais pour but que l'Ukraine attaque. Au contraire, il fallait stopper l'élan des offensives russes. L'Ukraine a employé plus de 1000 drones en 3 jours d'attaques initiales, puis plusieurs centaines d'autres ensuite, afin d'empêcher la Russie de mener des assauts bien plus féroces sans cette opération. Est-ce que l'une des contre-offensives que nous avons vues l'Ukraine lancer en 2026 a été aidée par l'opération Ashan et l'affaiblissement des forces russes ? Peut-être, mais ce n'était jamais l'intention. L'objectif principal était ce que nous venons de mentionner, s'assurer que la Russie ne puisse pas frapper les villes et les défenses de l'Ukraine aussi durement qu'elle le voulait. Chaque cible entraîne moins de tirs sur les positions et villes ukrainiennes, indique l'armée, ajoutant que ces opérations affaiblissent l'ennemi et rapprochent le moment où il perdra sa capacité à imposer ses conditions au combat. En résumé, il s'agissait de la survie durant les 2 phases. La Russie ne ralentit certainement pas ses assauts terrestres, même après la 2e phase de l'opération Ashan. Selon la Pravda du 1er juillet, la Russie et l'Ukraine se sont opposés dans 256 combats, sur tout le front, en 24 heures. Les combats les plus intenses ont eu lieu dans les secteurs de Pokrovsk et de Sloviansk, tous deux situés dans la région de Donetsk que l'Ukraine a ciblée lors de la 2e phase. Ce grand nombre d'affrontements révèle le vrai but de l'opération Ashan. Poutine aurait ordonné ces attaques quoi qu'il arrive. Peu importe que ses soldats aient des blindés et de l'artillerie. Pour l'Ukraine, cela change tout en raison de la manière dont la Russie mène la guerre terrestre. L'artillerie est centrale dans la stratégie militaire de la Russie. On évoque souvent les attaques de missiles et drones russes contre l'Ukraine, mais l'artillerie reste cruciale pour les avancées réelles sur le terrain. La Russie emploie l'artillerie différemment des forces occidentales, selon le Royal United Services Institute. Les armées occidentales utilisent l'artillerie pour appuyer leurs manœuvres, tandis que les forces russes manœuvrent pour mieux bombarder les défenses avec leur artillerie. Pour l'Ukraine, il est crucial de contrer cette différence fondamentale d'approche. Pour la Russie, l'artillerie est la principale puissance de feu lors des combats rapprochés pour contrôler le territoire. Les forces armées russes s'organisent autour des unités d'artillerie, positionnées pour maintenir un feu constant sur les défenses ukrainiennes. Ces unités d'artillerie vont en première ligne pour fournir leur puissance de feu lors des assauts, puis se retirent vers un territoire supposé sûr. L'Ukraine le sait. Les 2 phases de l'opération Ashan visaient à contrer cette stratégie russe. Lorsque l'armée ukrainienne parle d'absorber moins de tirs de l'artillerie russe, cela a été rendu possible par la destruction massive de cette artillerie pendant l'opération Ashan. Pour la Russie, cela signifie que les assauts ne sont pas menés comme l'ensemble de son armée est entraîné à les mener.
L'artillerie ne peut pas être utilisée pour fournir un tir soutenu, parce qu'elle n'est tout simplement pas disponible pour être mise en position dès le départ. Les unités d'assaut doivent alors attaquer des défenses ukrainiennes bien plus solides, elles aussi meurtrières, à cause des essaims de drones déployés devant elles. Rappelez-vous, l'Ukraine a aussi neutralisé des centaines de blindés grâce à son opération brillante. Les forces d'assaut russes se retrouvent sans protection et doivent attaquer sans l'appui de l'artillerie, censée affaiblir les défenses ukrainiennes avant leur arrivée. Le résultat est inévitable. Les soldats russes meurent en bien plus grand nombre qu'ils ne le feraient autrement, et les défenses ukrainiennes tiennent plus longtemps, car elles subissent moins la pression de la stratégie d'artillerie russe. Et pour couronner le tout concernant cet aspect de l'opération Ashan, les pertes d'artillerie de la Russie sur l'ensemble de la guerre sont si énormes, avec jusqu'à 34 000 unités perdues, qu'elle doit inventer de nouvelles tactiques d'assaut à la volée. La Russie est maintenant obligée d'utiliser des drones là où elle aurait normalement utilisé de l'artillerie. L'usage des drones FPV n'est évidemment pas nouveau pour la Russie. Mais auparavant, même ces drones jouaient un rôle de soutien à l'artillerie. Ils doivent désormais être en première ligne, ce qui pourrait causer des problèmes futurs à l'Ukraine. Avec l'augmentation de la production de drones, notamment des drones bombardiers lourds dont la puissance de feu se rapproche le plus de celle des obus d'artillerie, la Russie gagnera une précision que l'artillerie n'offrait pas. Cependant, l'Ukraine devance largement la Russie sur les drones. Cela nous amène à la seconde raison pour laquelle l'opération Ashan est si importante. Cela montre à quel point l'avantage de l'Ukraine sur les drones est conséquent et durable pendant la guerre. Presque toutes les cibles touchées lors de l'opération Ashan l'ont été par des drones ukrainiens, montrant l'avance de l'Ukraine sur la Russie dans l'utilisation de drones pour des frappes précises. La Russie n'agit de la sorte sur le front que maintenant, après que l'Ukraine a déjà fortement endommagé sa stratégie d'artillerie. La Russie doit encore beaucoup progresser pour rattraper l'Ukraine. L'Ukraine est en tête en ce qui concerne le nombre et la technologie. Le 11 juin, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, a révélé que l'Ukraine avait frappé près de 180 000 cibles militaires en mai, dont la plupart ont été touchées par des drones. Les drones FPV ukrainiens sont désormais 1,5 fois plus nombreux que les drones FPV russes sur le champ de bataille, et cet écart ne cesse de se creuser. L'arrivée des drones de frappe à moyenne portée en Ukraine indique que les prochaines phases de l'opération Ashan permettront à l'Ukraine de frapper plus loin que jamais. Les deux premières phases ont vu l'Ukraine frapper des cibles à plus de 50 km du front. Aujourd'hui, les drones de frappe moyenne ukrainiens parcourent plus de 200 km pour détruire la logistique russe à l'arrière. Si la Russie envisage de retirer son artillerie à une telle distance, elle ne sera toujours pas en sécurité. Voilà le point. L'artillerie est déjà inutile à 50 km, alors à 200 inutile d'en parler. L'avantage croissant de l'Ukraine en drone force la Russie à éloigner son artillerie, la rendant insignifiante. Pour rester sur le sujet des drones, l'Ukraine est également bien en avance sur la Russie en ce qui concerne la technologie et les tactiques liées aux drones. La Russie peine à adopter la stratégie ukrainienne après avoir perdu beaucoup d'artillerie, tandis que l'Ukraine utilise déjà des intercepteurs pour abattre les drones russes Shahed avant qu'ils n'atteignent les villes. De nombreux drones utilisés par l'Ukraine sur le front et à moyenne portée intègrent l'IA pour se déplacer et identifier automatiquement les cibles. Cette capacité supprime souvent la navigation par satellite, empêchant ainsi les systèmes de guerre électronique russes de brouiller un signal. La Russie affirme qu'elle utilise l'intelligence artificielle à des fins similaires. Les résultats de l'Ukraine sont plus clairs, suggérant que la Russie surestime ses capacités en IA face aux drones ukrainiens bien plus performants. Ce que l'opération Ashan nous montre, c'est le véritable fossé de niveau qui existe sur le front des drones. Alors que l'Ukraine innove, une troisième phase, sans doute aussi discrète que les précédentes, pourrait émerger, que la Russie ne pourra pas stopper. Qui sait ? La prochaine phase pourrait viser les installations de drones russes, contrant leur adaptation à leurs problèmes d'artillerie. Les drones ont été essentiels pour permettre à l'Ukraine d'inverser la dynamique de la guerre. L'opération Ashan est désormais l'un des exemples les plus clairs de la façon dont ce changement de dynamique a été réalisé. La Russie sait que d'autres actions sont à venir. Le 25 juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il avait approuvé une nouvelle initiative stratégique de 40 jours qui sera menée par le service de sécurité d'Ukraine. Le but de cette initiative est de faire pression sur la Russie pour qu'elle abandonne sa guerre, et il semble probable que cette pression viendra de frappes plus nombreuses, à moyenne portée et en profondeur. L'artillerie neutralisée, l'Ukraine vise désormais davantage les infrastructures et la logistique russe. Une troisième phase de l'opération Ashan aura-t-elle lieu durant ces 40 jours de pression ? Zelensky se tait, la Russie ne la prendra qu'au moment venu.
Nous savons avec certitude que l'Ukraine a attaqué les machines russes avec ses propres engins lors de cette opération secrète. Désormais, beaucoup d'événements survenus en Ukraine depuis mi-2025 sont bien plus compréhensibles. Appelez Poutine Ismaël et envoyez-le en mer. L'Ukraine a un joli cadeau qui l'attend, lui et ses soldats, et il est inspiré par le grand cachalot blanc qui a mené le capitaine Achab à sa perte. Mais cette fois, Poutine regardera les marins à bord de ses navires se faire tuer. Ces marins ne sont pas prêts pour ce que l'Ukraine s'apprête à déchaîner. Moby Dick est là. La baleine blanche d'Ukraine est si puissante qu'elle peut transformer n'importe quel navire russe en sous-marin. Nous avons eu un premier aperçu de la dernière innovation brillante issue du secteur de la défense ukrainien lors de la conférence ukrainienne-nordique DIH Naval Forge 2026 qui s'est tenue à Kiev du 8 au 9 juin. Cette conférence est une vitrine pour les armes navales développées par l'Ukraine et ses partenaires nordiques, et c'est le Moby Dick qui a volé la vedette. Développée par une entreprise nommée Avarid, cette nouvelle arme est intéressante car elle regroupe des capacités déjà présentées par d'autres armes navales ukrainiennes, en une seule plateforme commerciale, facilement utilisable par plusieurs branches de l'armée ukrainienne. Et peut-être, tout aussi important, vendue à des alliés pour renforcer la position de l'Ukraine en tant qu'acteur clé de la défense en Europe. Et le meilleur dans tout ça, c'est que Moby Dick n'est pas seulement un concept, il est prêt à être utilisé. Militani rapporte que chaque configuration du Moby Dick a déjà été développée, et qu'elles sont toutes en service opérationnel à l'heure actuelle. Ce n'est donc pas simplement une idée intéressante d'une entreprise ukrainienne. La baleine blanche d'Ukraine navigue déjà, et pourrait semer le chaos parmi les moyens navals russes en ce moment. Nous savons que Moby Dick est ici. Que savons-nous vraiment sur ce système d'armes ? Les caractéristiques de base sont déjà impressionnantes en elles-mêmes. Moby Dick est un drone naval qui aurait une portée d'environ 1400 km. C'est largement suffisant pour couvrir la mer Noire, et cela place également la mer d'Azov à portée. La plateforme peut être armée et fonctionne de façon autonome. Euromédan Press affirme que Moby Dick peut naviguer 120 heures sans intervention humaine. Ce n'est pas juste une baleine blanche, c'est une bête capable de chasser seule qui s'apprête à faire de la mer Noire son terrain de chasse. Au-delà de cela, le nouveau drone naval peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 65 km/h, ce qui est largement suffisant pour rattraper la plupart des navires de guerre russes, ainsi que de nombreux bateaux plus rapides que la Russie pourrait déployer. Il peut aussi naviguer en mer avec des vagues jusqu'à 1,2 mètres. Encore une fois, c'est idéal pour la mer Noire. Une étude de 2014 sur cette mer a révélé que la hauteur moyenne des vagues ne dépasse pas 0,7 mètres, et le Moby Dick dépasse largement cette limite. Tout cela est déjà impressionnant, en soi. Ce que l'Ukraine possède ici est clairement un drone maritime très performant, rapide, doté d'une grande autonomie, et qui semble avoir été spécialement conçu pour opérer dans une zone maritime clé pour la guerre en Ukraine. Mais bien d'autres choses rendent le Moby Dick spécial. La mention du chargement d'un missile dans le drone est plus significative qu'il n'y paraît. Ce qui rend le Moby Dick plus spécial que n'importe quel autre drone maritime qui l'a précédé, c'est qu'il existe 6 versions de la baleine blanche, chacune ayant un objectif différent. Ces 6 versions se divisent en 3 catégories permettant à l'Ukraine de disposer de capacités de frappe, d'assaut et même de défense aérienne. Commençons par celle-ci. Les défenses aériennes du Moby Dick sont nommées MD1 et MD2. Dans les deux cas, le Moby Dick transporte des drones intercepteurs, bien que leur type diffère. Le MD1 peut transporter jusqu'à 5 intercepteurs à voilure fixe, qui peuvent être lancés depuis la plateforme pour neutraliser les drones d'attaque russes de type Shahid et autres drones similaires lorsqu'ils se dirigent vers l'Ukraine au-dessus de la mer Noire. La Russie utilise depuis longtemps la Crimée comme point de lancement pour ses drones d'attaque, qui étaient auparavant tirés depuis des sites à l'intérieur des terres, mais depuis septembre 2025, ils sont lancés depuis la côte ouest de la Crimée. Un MD1 avec drones intercepteurs peut arrêter les drones russes, Shahid bien avant qu'ils n'atteignent le territoire continental ukrainien. Quant au MD2, il transporte également des intercepteurs, mais il s'agit cette fois de variantes quadricoptères, et cette version du Moby Dick peut en transporter 8. Les Shahid russes devraient rester prudents. Ils ne peuvent pas faire grand-chose contre un drone maritime tapis sous eux, prêt à lancer des intercepteurs sur leur trajectoire. Nous voyons donc à quel point le Moby Dick peut être utile d'un point de vue défensif. Nous vous avons aussi dit que l'Ukraine peut utiliser son nouveau drone pour transformer les navires russes en sous-marins. C'est là qu'interviennent les variantes MD3 et MD4. Les deux sont conçus pour délivrer des charges explosives qui frappent des cibles à moyenne et longue portée, rapporte Euromédan Press. Et des deux, le MD3 est le plus intéressant.
il peut apparemment transporter les propres drones Morrigan d'Avro, qui sont des drones top secrets ayant déjà fait sensation dans la campagne de l'Ukraine pour isoler la Crimée. Le 30 mai, United 24 Media a été parmi les premiers à parler du Morrigan. La 412e brigade Nemesis des forces des systèmes sans pilote d'Ukraine utiliserait ce drone pour attaquer la logistique militaire russe, notamment les camions de ravitaillement et de carburant, sur les routes entre Mariupol et la Crimée. On sait peu de choses sur ce drone, si ce n'est que c'est un drone d'attaque à voilure fixe capable de parcourir plusieurs centaines de kilomètres, ayant contribué à transformer la route R280 en piège mortel pour tout camion russe, transportant carburant ou fourniture vers ou depuis la Crimée. Business Insider précise que le drone a des ailes en flèche et semble lancé par rail ou catapulte, supprimant ainsi la nécessité d'une piste d'atterrissage. Cela explique pourquoi le Morrigan est employé pour le MD3. Un drone maritime sans piste d'atterrissage embarque idéalement un drone d'attaque à moyenne portée, lancé à des dizaines de kilomètres de la cible, sans besoin de route pour décoller. Un drone déjà éprouvé contre les véhicules russes sera désormais utilisé contre les défenses côtières de Crimée, les navires russes en mer Noire et les systèmes de reconnaissance tels que la défense aérienne et les radars installés par la Russie dans la région. Ensuite, il y a le MD4. Nous n'avons pas autant d'informations sur cette variante du Moby Dick que sur le MD3. Military a seulement indiqué que le MD-MD4 transportera un drone à propulsion par jet, destiné à frapper des cibles hautement prioritaires à portée stratégique. Aucune indication sur le type de drone concerné. Nous savons que l'Ukraine disposait de drones à turboréacteurs, y compris le UAV 290 qu'elle a dévoilé lors de l'événement Eurosatory 2026 à Paris, seulement quelques semaines avant que le Moby Dick ne soit révélé. Nous savons aussi que ce drone, d'une portée de 650 km et transportant une ogive de 100 kg, est lancé par un propulseur à propergol solide, donc sans besoin de piste. Il se peut donc que le UAV 290 arrive bientôt en mer Noire, près de la Russie. Si c'est le cas, les navires russes devront affronter un drone d'attaque, potentiellement plus puissant que le Morrigan, capable d'atteindre 800 km/h. Nous devrons toutefois attendre de voir le MD-MD4 à l'eau, pour confirmer exactement quel drone l'Ukraine prévoit pour cette version du Moby Dick. Nous abordons la dernière catégorie et les deux dernières variantes du Moby Dick. Les MD-MD5 et MD-MD6 sont les versions d'assaut, équipées d'armes conventionnelles dévastatrices pour les navires de guerre et les moyens aériens russes. Le MD-MD5 est le véritable poids lourd. Il peut embarquer un module de mitrailleuse lourde Browning M2, qui peut être utilisé pour tirer à la fois sur des cibles aériennes et de surface. Il est également équipé de missiles, soit des R-73, soit des IM-9, qui sont tous deux des missiles anti-aériens. Le R-73 est une arme de l'époque soviétique capable d'intercepter des cibles volant à des vitesses allant jusqu'à 2500 km/h, à des altitudes pouvant atteindre 20 km. L'IM-9 arrive en Ukraine via les États-Unis et les partenaires occidentaux utilisant ce missile. Supersonique, à guidage infrarouge et doté d'une puissante ogive explosive, l'IM-9 est l'un des meilleurs missiles anti-aériens dont l'Ukraine dispose dans son arsenal. La compatibilité de ce missile permet aussi à l'Ukraine de vendre le MD-MD5 à ses partenaires. Mais nous y reviendrons. Le MD-MD5 apparaît comme une version du Moby Dick prête à affronter tout chasseur ou bombardier que la Russie oserait envoyer au-dessus de la mer Noire ou dans le ciel au-dessus de la Crimée. Ce point pose un problème particulier à l'Ukraine. La Russie préserve ses avions les plus précieux en les gardant hors des zones occupées et en lançant missiles et bombes planantes depuis l'arrière des lignes ennemies. C'est une approche qui fonctionne bien. La Russie a lancé 59 missiles de croisière, 6 missiles anti-navires et 39 missiles balistiques contre l'Ukraine en juin, selon les médias United 24. Les missiles de croisière auraient été tirés depuis des chasseurs ou bombardiers, certains basés en Crimée. La Russie lance également jusqu'à 250 bombes planantes par jour sur l'Ukraine, selon Euromaidan Press, ces avions devant effectuer jusqu'à 200 sorties quotidiennes pour larguer leurs charges dévastatrices. Avec le MD-MD5, l'Ukraine dispose désormais d'un drone maritime capable d'abattre les appareils utilisés pour lancer ses armes. L'interception n'est pas l'objectif ici. L'Ukraine cherche à frapper à la source et le MD-MD5 rend cela possible. Des missiles anti-aériens, tirés depuis une plateforme navale près de la Crimée, pourraient rendre la péninsule inutile à la Russie pour lancer des missiles et des bombes planantes contre le territoire ukrainien. Et enfin, et non des moindres, voici le MD-MD6.
C'est la plateforme la plus dangereuse pour les navires de guerre russes. Il peut servir de porteur pour des drones FPV d'attaque, déployables contre diverses cibles, des défenses aériennes aux petits navires. L'atout principal de cette version du Moby Dick est son ogive de 300 kg embarqué dans le drone. Cette ogive fait du MD-6 la baleine kamikaze de l'Ukraine, capable de percer la coque des navires de guerre et de dévaster les infrastructures portuaires. C'est la version du Moby Dick qui est sans doute la plus reconnaissable, car elle s'inspire de la collection existante de drones maritimes de l'Ukraine, qui ont déjà causé tant de dégâts aux moyens russes en mer Noire. Tout cela attend la Russie. Chacune des 6 versions du Moby Dick est opérationnelle et, selon le fabricant, le programme entre dans la phase de codification qui prépare la production en série. Quand cela arrivera, la Russie aura des ennuis. Mais plus encore, l'Ukraine fera un pas de plus vers le statut de l'un des acteurs les plus importants de la défense européenne. Avant de commencer, rappelons que vous regardez l'émission militaire. Si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. D'après tout ce que nous venons de vous dire, le Moby Dick semble déjà être un élément révolutionnaire, et là où il va clairement devenir très important, c'est dans la bataille pour la mer Noire. On pourrait croire que l'Ukraine a déjà gagné cette bataille. Lorsque la guerre a commencé, la mer Noire était censée être l'un des atouts les plus importants de la Russie dans son arsenal. L'Ukraine n'avait pas vraiment de marine à proprement parler, et la Russie disposait de la flotte de la mer Noire, une collection de plus de 70 navires de guerre et sous-marins, qui était censée permettre à la Russie de bloquer les navires commerciaux ukrainiens, et de faciliter à la fois les attaques contre le territoire continental, ainsi que le transport régulier de troupes et d'équipements en Ukraine. Les choses ne se sont pas passées comme prévu pour Poutine. Grâce à des missiles et des drones maritimes, l'Ukraine a détruit une grande partie de la flotte de la mer Noire. Début 2024, l'Ukraine avait neutralisé environ un tiers des navires de guerre de la flotte, poussant la Russie à retirer les navires restants de ses bases et à tenter de cacher les navires hors de portée des missiles et drones maritimes ukrainiens. Dans un rapport du 26 juin, Metso a déclaré que des responsables ukrainiens affirment que la Russie n'envoie plus aucun navire de surface en mer Noire ou en mer d'Azov, de peur qu'il ne soit détruit par les armes ukrainiennes. Comme l'a dit avec sarcasme le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletanchuk, l'occupant ne maintient aucune unité en mer, ni en mer d'Azov, ni en mer Noire. En fait, depuis quelques mois, c'est devenu une sorte de luxe de s'aventurer en mer. À partir de là, il semblerait que l'Ukraine contrôle la mer Noire. À bien des égards, c'est le cas. Le Moby Dick peut désormais changer la donne à 2 égards. Premièrement, le fait d'avoir autant de variantes différentes signifie que l'Ukraine peut transformer la mer Noire en un atout pour elle-même. Nous avons déjà mentionné comment elle pourrait le faire en évoquant les variantes. Ces drones autonomes patrouillent à la recherche de navires russes, s'aventurant dans cette voie devenue mortelle. Ces navires deviendront des sous-marins, permettant à l'Ukraine de conserver la position avantageuse qu'elle s'est déjà créée. Si Vladimir Poutine espérait que la Russie pourrait un jour se servir de nouveau de la mer Noire, toute une flotte de Moby Dick a mis fin à ses espoirs. Ce sont des baleines difficiles à torpiller. Ces drones coûtent bien moins cher à fabriquer que les navires de guerre que la Russie devrait sacrifier pour les combattre. Deuxièmement, le Moby Dick peut fortement aider la campagne ukrainienne pour isoler la Crimée. La Russie se serait interrogée sur ce que l'Ukraine pouvait encore déployer dans cette campagne. Le programme de blocus logistique a déjà permis à l'Ukraine d'organiser ses drones d'attaque à moyenne portée, au point de créer un blocus non conventionnel de la péninsule de Crimée. Les routes, ponts et camions sont ciblés, bloquant l'acheminement de fournitures et de carburant vers la Crimée. Les forces d'occupation de la péninsule font maintenant face à une pénurie massive de carburant, en plus des frappes ukrainiennes constantes, tout cela étant conçu pour rendre la vie en Crimée intenable. Et maintenant, le Moby Dick entre en jeu. La campagne d'isolement ne va faire que s'intensifier à partir de maintenant. Les versions du Moby Dick capables de viser des navires cibleront probablement les ferries russes qui transportent des fournitures en Crimée, les routes étant en train d'être coupées. Ces navires seront des cibles, tout comme le pont de Kerch. L'Ukraine n'a même pas besoin d'envoyer le kamikaze MD-6 pour faire le travail. Les nouveaux drones maritimes pouvant lancer des drones aériens, ou des missiles pourraient frapper le pont de Kerch à distance, coupant toute route terrestre, permettant aux occupants russes de rejoindre le continent. L'Ukraine détient ici une arme pouvant rendre un blocus non traditionnel plus traditionnel. Imaginez une flotte de Moby Dick encerclant la Crimée. Voilà la situation. Aucun navire ne pourrait entrer ni sortir. Les moyens militaires seraient pilonnés chaque jour.
Si la Russie utilise la Crimée pour attaquer l'Ukraine continentale, des drones intercepteurs et missiles anti-aériens stopperont ces frappes. Tous les problèmes actuels en Crimée empireront quand Moby Dick sera produit en masse. Et il semble probable que l'Ukraine sera capable d'en fabriquer plus qu'assez pour mener à bien sa stratégie, visant à transformer la Crimée en une île isolée. Nous ignorons le prix du Moby Dick. Cette information n'a pas été révélée. Cependant, nous savons que le Sea Baby, qui présente de nombreuses similitudes avec le nouveau drone, bien qu'il soit moins polyvalent, coûte environ 200 000 $ par unité, selon Defense Express. Si le Moby Dick coûte autant, l'Ukraine pourrait en fabriquer des dizaines, sans que la Russie puisse réagir. La stratégie visant à isoler la Crimée passerait à la vitesse supérieure. Enfin, réfléchissez à l'endroit où le Moby Dick a été présenté. La conférence ukrainienne nordique DIH Naval Forge 2026. Ce que cela nous montre, c'est que l'Ukraine a le regard tourné vers l'avenir. Son nouveau drone répondra aux objectifs immédiats évoqués en mer Noire et en Crimée. Mais l'Ukraine voulait attirer l'attention de ses partenaires sur le Moby Dick. C'est pourquoi il a été présenté lors d'une conférence avec les alliés nordiques. Avec le Moby Dick, l'Ukraine dispose d'une autre arme qu'elle peut utiliser pour s'imposer comme l'un des partenaires de défense les plus importants dont disposent des alliés européens. Autrement dit, ce drone joue un rôle énorme en aidant l'Ukraine à achever sa transformation, passant du statut de bénéficiaire d'aide à celui de fournisseur de certaines des technologies de défense les plus avancées au monde. Nous voyons déjà l'Ukraine se renforcer dans ce domaine. Au printemps dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé l'accord sur les drones, un partenariat mondial entre l'Ukraine et plusieurs pays du Moyen-Orient, d'Europe et du Caucase. Cet accord vise à aider toutes les parties à créer des défenses aériennes multicouches, en tirant parti de l'expérience ukrainienne. Le Moby Dick offrirait à l'Ukraine une opportunité similaire pour la défense maritime. Nous imaginons que de nombreux pays du Moyen-Orient qui ont été touchés par le blocus dans le détroit d'Ormuz plus tôt en 2026 auraient adoré avoir des Moby Dick patrouillant pour faire face aux vedettes rapides iraniennes et aux drones Shahid lancés contre leur territoire. Les nations européennes confrontées à la Russie en mer Baltique et en Méditerranée se frottent les mains à l'idée d'acheter une solution de drone rentable pour faire face à de graves problèmes navals. L'Ukraine le sait mieux que personne. Avec le Moby Dick, elle complète ses stratégies déjà efficaces en mer Noire et en Crimée. L'Ukraine possède l'arsenal idéal pour renforcer son intégration dans les structures de défense de ses partenaires, qui se préparent à affronter la Russie de Poutine. L'Ukraine envoie quelque chose de massif vers la Crimée occupée grâce à la mobilité qu'offre le Moby Dick. Ça commence à faire du bien de voir la Russie perdre aussi lourdement. En 2026, on a assisté à un renversement total de la dynamique. Bien sûr, la Russie essaie toujours de pousser. Elle essaie, mais échoue. Ce que nous voyons maintenant, c'est que la Russie perd plus rapidement qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. C'est stupéfiant. 16 fois plus vite, alors que la grande offensive du printemps et de l'été s'est presque arrêtée. L'Ukraine inflige encore des pertes. Poutine ne peut pas se permettre de continuer ainsi encore longtemps. La Russie est déjà à son point de rupture, mais la grande question demeure. Pourquoi Poutine sacrifie-t-il autant de soldats pour si peu? Vous le découvrirez bientôt. D'abord, quelques chiffres. Dans son analyse de la campagne offensive russe du 1er juillet, l'Institut pour l'étude de la guerre, ou RAISW, a révélé que la Russie a tellement échoué à atteindre des objectifs opérationnels significatifs lors de son offensive de juin, qu'elle n'a réussi à capturer que 30,43 km² de l'Ukraine. Bonne nouvelle pour Poutine. La Russie repasse dans le vert. Ce résultat survient après 2 mois de pertes territoriales russes, alors qu'une contre-offensive ukrainienne rapide a libéré du territoire dans plusieurs régions clés. Mais c'est aussi 30 km². Et comparé à ce que la Russie a accompli en juin 2025, c'est une quantité dérisoire. Même les gains de 481 km² réalisés par la Russie il y a 1 an sont plutôt minables. C'est presque rien au regard de l'offensive massive de l'époque. Mais ce que nous avons vu en juin 2026 est bien pire. En fait, c'est 16 fois pire. C'est l'ampleur de la baisse des gains territoriaux de la Russie en juin 2026 par rapport au même mois l'année dernière. Et cela montre bien une offensive russe en échec, stoppée par l'Ukraine avant même d'avoir pu commencer. Mais la situation empire encore. Nous avons dit que la Russie perd son élan offensif 16 fois plus vite que l'an dernier. Que voulons-nous dire? Cela réside dans un mélange de retards interminables et de pertes croissantes. Selon les données de l'Institut pour l'étude de la guerre, l'avancée territoriale de la Russie a été 16 fois plus lente. Mais voici le vrai coup dur.
alors que leur progression s'est pratiquement arrêtée. Cela leur coûte 16 fois plus de vies humaines pour chaque kilomètre qu'ils parviennent à conquérir. En juin 2025, la Russie perdait en moyenne 68 soldats pour chaque kilomètre carré qu'elle capturait. Mais en juin 2026, malgré des pertes stupéfiantes de 39 490 soldats, ils n'ont quasiment gagné aucun terrain. Ce qui signifie qu'ils perdent désormais un nombre record de 1298 soldats par kilomètre carré. Poutine essaie toujours d'échanger du sang contre des terres, mais l'Ukraine a multiplié le prix par 19 sur une offensive qui avance 16 fois plus lentement. C'est de la folie. C'est insoutenable, et la Russie n'a pas sacrifié tous ses soldats pour se rapprocher d'une percée. L'ISW souligne que la majorité des avancées russes en 2026 jusqu'à présent ont eu lieu à Konstantinivka, qui est le point d'ancrage sud de la redoutable ceinture de forteresse de Donetsk. Les gains dans cette ville représentaient 77% de tout ce que la Russie a réussi à prendre lors de sa pathétique campagne de juin. Et en comptant les infiltrés, la Russie a des soldats sur le terrain, dans 37% de la ville. Le pourcentage chute si l'on exclut les infiltrés et ne considère que les zones réellement contrôlées par la Russie. Gardez à l'esprit que la Russie est entrée pour la première fois à Konstantinivka en octobre 2025. Après environ 9 mois de combat, un tiers de la ville a été pris, au mieux. Mais tout cela signifie que la Russie est essentiellement coincée dans une impasse à l'extrémité sud de la ceinture de forteresse, et elle a payé un prix énorme en vies humaines rien que pour atteindre cette position. Poutine sera furieux. Il avait fixé septembre 2026 comme date limite pour l'effondrement de la ceinture de forteresse, mais ses soldats peinent toujours dans l'une des 4 villes et progressent à peine. Poutine pense avoir une solution à tout cela. Cette date limite de septembre, il la repousse au 31 décembre. Ça suffira sûrement, n'est-ce pas, Poutine ? Encore quelques mois pour une armée si lente qu'elle ferait honte à un paresseux, qui est censé soudain accélérer au point de faire s'effondrer toute la ceinture de forteresse dans les 6 prochains mois. Il n'y a qu'un mot pour ça, insensé. Mais bon, ce n'est que le 15e report de l'échéance de Donetsk. Jésus-Christ, Poutine, tu as fixé 5 de ces échéances, en 2022, 2 en 2023, 2 en 2024 et encore 3 en 2025. Maintenant, tu en as ajouté 3 en 2026 après avoir annoncé le 31 mars et le 1er septembre. N'importe qui d'autre aurait regardé ce taux d'échec et aurait compris que peut-être, juste peut-être, Donetsk est un os dur à ronger et que les échéances de Poutine ne veulent absolument rien dire. L'Ukraine aggrave chaque défaite russe par une campagne de frappe qui accentue la misère de Moscou. Cette campagne, qui a vu l'Ukraine accélérer ses frappes en profondeur sur le territoire russe et introduire des frappes à moyenne portée dans son arsenal en 2026 cause d'énormes dégâts à l'appareil qui soutient les tentatives d'avancée de la Russie. Encore une fois, les chiffres pour le mois de juin sont énormes. Nous avons vu l'Ukraine réaliser 303 frappes à moyenne portée contre des cibles russes en juin, soit 93 de plus qu'en mai. La Russie a perdu 12 867 véhicules et citernes de carburant au cours du mois, soit 4 fois plus qu'en juin 2025, ainsi que 2053 systèmes d'artillerie contre 1243 en juin 2025. Dans les territoires occupés, la logistique russe est perturbée, épuisant les troupes de première ligne qui échouent à réaliser des avancées significatives. En juin, l'Ukraine a frappé des infrastructures pétrolières et des cibles militaires dans 41 territoires russes, dont Moscou. De nombreux territoires connaissent désormais des pénuries de carburant, tout comme la Crimée, isolée du continent russe et de l'Ukraine occupée lors d'une campagne brutale visant à chasser définitivement les occupants de la péninsule annexée illégalement. Voilà à quoi ressemble réellement 2026 pour Poutine et son invasion de l'Ukraine. Un rythme d'avancée lamentable en Ukraine, et un pays en feu parce que l'Ukraine a développé une capacité que Poutine avait, avec arrogance, supposé qu'elle ne posséderait jamais. Quand on touche le fond, il ne reste qu'à remonter, non ? Poutine, tu crois déjà avoir touché le fond ? Oui, d'une façon ou d'une autre, la situation devient encore pire pour la Russie que ce qu'on a vu jusque-là ne le laissait déjà penser. Un rapport du 1er juillet du Centre d'études stratégiques et internationales, CSIS, indique que les coûts humains et financiers de la guerre de Poutine contre l'Ukraine explosent et deviennent incontrôlables. Tout cela arrive alors que l'offensive russe devient l'une des plus lentes du dernier siècle de conflit. Le CSIS affirme que la Russie a subi environ 1,4 million de pertes dans une campagne qui n'a pourtant permis de prendre qu'environ 20% du territoire ukrainien.
La majorité de ces gains ont eu lieu au début de la guerre, et les 20% incluent aussi la Crimée, volée par la Russie en 2014. Sur les 1,4 million de pertes, jusqu'à 450 000 seraient, selon le CS6, des pertes irréversibles, ce qui signifie qu'ils ont été tués au combat. De nombreux blessés ne pourront jamais vraiment retourner au combat. Selon le CS6, ce type de chiffres est sans précédent à l'ère moderne de la guerre. Nous expliquerons pourquoi dans un instant, mais d'abord, rappel, vous regardez l'émission militaire. Abonnez-vous si nos analyses vous sont utiles, il y a bien plus de contenu similaire. Donc, le CSIS a effectué quelques comparaisons entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les résultats d'autres opérations militaires modernes. Les résultats n'étaient pas ceux que Vladimir Poutine veut entendre. Le taux de perte de la Russie en Ukraine est déjà 4 fois supérieur à celui subi par l'armée américaine dans toutes ses guerres depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela inclut les conflits brutaux en Corée et au Vietnam, qui ont tous deux coûté très cher aux États-Unis, et dans le cas du second, n'ont pas permis d'atteindre les objectifs américains. La Russie en Ukraine s'en sort 4 fois plus mal que plus de 80 ans de combats américains. Ce qui va vraiment piquer Vladimir Poutine, c'est que cet homme, si désireux de ramener la Russie à la gloire soviétique, soit ridiculisé pour ses échecs absolus par les mêmes dirigeants qu'il veut imiter. Les pertes russes en Ukraine dépassent de 9 fois celles soviétiques et russes réunies depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous allons le répéter, 9 fois plus élevé. Si Vladimir Poutine veut que son héritage soit de ramener la Russie à l'époque soviétique ou à une autre période soi-disant glorieuse de son histoire, il échoue. La situation de la Russie ne va pas s'améliorer. United 24. Média rapporte que la Russie perd entre 30 000 et 34 000 soldats par mois en 2026. Ajoutez les chiffres du mois de juin, et vous obtenez un taux de perte qui s'approche dangereusement des 40 000, ce qui est bien trop élevé pour la Russie. Ces pertes ne sont pas compensées par de nouveaux soldats sous contrat. La Russie recrute des volontaires à un rythme de 27 000 par mois, ce qui signifie que l'Ukraine réduit l'avantage en effectif de la Russie chaque mois qui passe. Le CSI indique que, sur certains fronts, la Russie perd 8 soldats pour chaque soldat que l'Ukraine perd. La progression dans les zones clés du front reste très lente. À Konstantinivka, dont vous vous souvenez peut-être, la Russie avance à un rythme de 50 mètres par jour, pas des kilomètres, des mètres. La plupart des gens peuvent couvrir cette distance en 10 secondes ou moins. À Pokrovsk, la Russie avance à un rythme de 70 mètres par jour, et sa meilleure performance se trouve dans le secteur de Sloviansk, avec un rythme de 90 mètres par jour. On n'a pas vu de tels chiffres depuis la bataille de la Somme lors de la Première Guerre mondiale. Et ce n'est pas quelque chose dont Poutine devrait être fier. Les drones ukrainiens commencent vraiment à faire la différence ici. Le CSI indique que l'usage par l'Ukraine de systèmes autonomes et d'IA joue un rôle majeur dans les échecs russes actuels sur le champ de bataille. C'est une raison particulièrement importante pour laquelle on voit cette statistique de perte de 8 contre 1 mentionnée. Poutine pousse sans cesse ses soldats, alors que l'Ukraine utilise des drones à intelligence artificielle et des armes autonomes pour éloigner ses troupes du front, tout en infligeant de lourdes pertes. La Russie riposte avec ses propres avancées en intelligence artificielle. Selon la Pravda du 3 juillet, la Russie déploie massivement des drones à intelligence artificielle à Zaporijia, ce qui inquiète, bien que l'Ukraine ait déjà stocké de tels drones pour frapper la Russie depuis plusieurs mois. Mais cela semble trop peu, trop tard pour la Russie. L'avantage des drones ukrainiens augmente. Sur le front, l'Ukraine dispose d'un ratio numérique de 1,5 contre 1 pour les drones FPV. L'Ukraine peut égaler la Russie en drones et dépasse souvent leur nombre grâce à ses attaques à longue portée. La Russie peine avec l'IA et les drones, tandis que l'Ukraine conçoit des drones lançables presque partout. Nous le voyons dans Sea Baby. Un drone maritime, auparavant et toujours utilisé pour des attaques kamikazes contre des navires russes, sert aussi désormais de plateforme de lancement pour des drones FPV capables de frapper des cibles en mer Noire et en Crimée. Le coût pour la Russie est tout simplement insoutenable. Nous le voyons déjà dans les chiffres du recrutement. Avec une moyenne de 27 000 volontaires inscrits par mois, la Russie accuse un déficit de plus de 12 000 après son mois de juin désastreux. Nous le constatons aussi financièrement. La stratégie russe d'épuisement de l'Ukraine a échoué, les drones causant désormais jusqu'à 90% des pertes sur le champ de bataille. Désormais,
Comme le rapporte The Independent, la Russie est en passe de dépasser d'au moins 28 milliards de dollars son budget annuel prévu en raison de l'explosion des coûts de la guerre causée par son taux de perte massif. Les dépenses de guerre de la Russie ont atteint un nouveau record au premier trimestre 2026, puisqu'elle a dépensé 83,5 milliards de dollars pour l'invasion, soit environ la moitié du budget total de la Russie. En avril 2025, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirmait déjà que la Russie avait dépensé 1000 milliards de dollars pour la guerre. En ajoutant un peu plus d'un an de dépenses, la Russie atteint probablement près de 1,5 milliard de dollars et non 1 billion, selon les chiffres trimestriels. Elle subit de lourdes pertes. Bien que les forces de Poutine aient inversé la tendance pour réaliser de modestes gains en juin, ces avancées sont plus lentes que jamais et à un coût trop élevé. Cela nous ramène à la question posée au début de la vidéo. Pourquoi Poutine sacrifie-t-il autant de ses soldats pour si peu en retour ? Cela s'explique par le fait que ce qui se passe en Ukraine reflète la façon traditionnelle de faire la guerre en Russie, bien qu'il s'agisse d'une version déformée avec des sacrifices constants, sans les gains attendus par Poutine. Geneva Solutions décrit justement l'approche russe de la guerre. Les mères auront d'autres fils. Pendant des siècles, la Russie a mené la guerre en envoyant simplement soldat après soldat au combat, sachant que l'avantage numérique qu'elle apporte sur le champ de bataille finira par suffire à submerger l'ennemi. Presque toutes les grandes victoires russes sont entachées de centaines de milliers, voire de millions de pertes humaines, car une culture du sacrifice de soi pour le bien commun est exploitée par des dirigeants comme Poutine. Le problème majeur de la Russie en Ukraine, c'est qu'elle ne mène plus une guerre où envoyer de la chair à canon encore et encore jusqu'à saturation pourrait fonctionner. Les drones ont tout changé, surtout maintenant que l'Ukraine dispose de drones autonomes qui lui permettent de protéger ses soldats tout en infligeant de lourdes pertes à la Russie. Pourtant, Poutine reste inflexible. Un homme à l'esprit soviétique, décalé au XXIe siècle, qui croit encore que la manière traditionnelle russe d'agir lui apportera les résultats qu'il souhaite. C'est en partie pourquoi Poutine poursuit son invasion vouée à l'échec. Mais derrière ce traditionnalisme fataliste se cache une raison bien plus importante. Poutine ne peut tout simplement pas se permettre de perdre en Ukraine, alors il continuera à se battre jusqu'à ce qu'il gagne ou qu'il ne soit plus là. Pour comprendre pourquoi Poutine semble avoir perdu la raison au point d'être prêt à sacrifier toute la Russie pour mettre la main sur l'Ukraine, il faut analyser la vision qu'a le dirigeant russe de son principal ennemi. Poutine est désespéré de assurer sa postérité en semant au moins les graines d'un nouvel empire russe. Idéalement, cet empire sera réalisé de son vivant. L'Ukraine devait être le point de départ de tout cela. L'une des justifications tordues de Poutine pour ses invasions de l'Ukraine est que l'Ukraine fait partie de l'ancien empire russe, remontant à l'époque des tsars comme Pierre le Grand et Catherine la Grande. Les mots « le Grand » plaisent à Poutine, et il semble croire, dans son esprit dérangé, qu'il pourrait gagner ce surnom en soumettant l'Ukraine. Dans son essai « Sur l'unité historique des Russes et des Ukrainiens », Poutine soutient que Russes et Ukrainiens forment un seul peuple, et non deux nations distinctes aux cultures et histoires différentes. Poutine se trompe souvent sur l'histoire, mais cela n'a aucune importance. Convaincu d'agir pour la Russie et son héritage, Poutine devient ainsi un homme très dangereux. Il est si dangereux qu'il enverra des soldats en Ukraine jusqu'à épuisement. Pour Poutine, il faut gagner ou tout perdre pour la Russie. Mais même derrière les soi-disant justifications historiques, Poutine comprend aussi que c'est gagner ou tout perdre pour lui-même en Ukraine. Poutine est piégé. Il admet que la Russie ne peut probablement pas gagner en Ukraine, du moins de son vivant. Mais il sait aussi qu'il doit se mettre dans une position où il ne peut pas se permettre de perdre. Pendant des décennies, Poutine a fait un excellent travail pour se protéger contre un changement de régime, que ce soit en prenant le contrôle des oligarques russes ou en restreignant la circulation de l'information à l'intérieur de la Russie afin que la propagande du Kremlin domine tout. Mais maintenant, il est en train de perdre le contrôle. Après plus de 4 ans de guerre, Poutine n'a pas tenu ses promesses et l'Ukraine se renforce. Quand les moscovites voient des drones ukrainiens au-dessus d'eux, même la meilleure propagande ne peut cacher que Poutine a amené la guerre sur le territoire russe. La seule issue pour Poutine maintenant est de gagner en Ukraine. Mais un retrait favorise la dissidence, soulève des questions, de la colère et offre des occasions à ceux qui attendent dans l'ombre de renverser Poutine et de prendre le pouvoir. Poutine, désormais désespéré, devient dangereux pour son peuple, l'Ukraine et l'Europe. Le 3 juillet, le Télégraphe a rapporté que des experts américains
ont averti la Pologne que la Russie prépare une escalade sérieuse sur son territoire. Cela aurait du sens tactiquement si la Russie n'avait pas déjà épuisé son armée en Ukraine. L'Europe est devenue la base arrière de l'Ukraine, car les armes occidentales y transitent, et grâce au partenariat, de nombreuses armes mises au point par l'Ukraine y sont produites. La Pologne, frontalière de l'Ukraine, est un point de transit logique pour ces armes, d'où l'intérêt de Poutine pour une escalade. Mais ce n'est pas un vrai coup de maître tactique. La Pologne est membre de l'OTAN. Poutine sait que toute escalade sur son territoire qui s'apparente de trop près à une attaque directe entraînera le déclenchement de l'article 5. La Russie est en train de perdre la guerre et son peuple en a assez. Vladimir Poutine doit affronter cette dure réalité. Et pourtant, il continue d'essayer de faire l'autruche. 20 000 frappes plus tard, et il ne comprend toujours pas le message. Ce qu'il avait promis de ne jamais voir arriver est désormais là. Moscou a été transformé en ligne de front, alors que l'Ukraine frappe la ville la plus importante de la Russie. Partout en Russie, des drones ukrainiens volent et frappent de leurs cibles. On va le répéter, 20 000 frappes. Mais il y a bien plus que cela, alors que Poutine préside un pseudo-empire qui est déjà mort et enterré. Il ne le sait tout simplement pas. Poutine a de nouveau goûté à l'avantage des drones que l'Ukraine possède désormais sur la Russie, le 30 juin, et jusque dans la matinée du 1er juillet. Encore une fois, lui et ses acolytes ne l'ont pas vu venir. Ils venaient de lancer leur attaque aérienne contre l'Ukraine, avec des résultats tragiquement prévisibles. Comme d'habitude, la Russie a ciblé des civils. Un drone russe s'est écrasé sur un bus civil à Zaporijia, blessant 7 personnes au passage. CNN rapporte que d'autres frappes dans l'oblast ont fait un mort et 5 blessés. C'est la nature terroriste de la campagne aérienne russe. C'est aussi un signe du désespoir de Poutine. La Russie frappe tout ce qu'elle peut pour afficher sa puissance, mais l'Ukraine réagit à chaque fois. C'est ainsi que l'Ukraine a vengé ceux qui ont péri à Zaporijia. L'Ukraine a lancé environ 250 drones de plus contre la Russie que la Russie n'en avait lancé contre elle, envoyant un essaim de 419 drones dont 60 se sont dirigés directement vers la capitale russe Moscou. Un centre de communication spatiale a été frappé pour la 2e fois en quelques semaines. Moscou a ordonné à ses forces de l'ordre de se cacher plutôt que d'aider alors que le ciel russe était de nouveau obscurci par les drones ukrainiens. Chaque fois que Poutine montre son désespoir, l'Ukraine hausse la pression, prouvant aux dirigeants russes que quoi qu'ils fassent, l'Ukraine peut désormais le faire en beaucoup plus grand et en beaucoup mieux. Il ne s'agit plus d'une parité aérienne, l'Ukraine a l'avantage. Mais ces incidents isolés ne racontent pas toute l'histoire. Nous devons adopter une vision plus large, car les chiffres disent tout. Depuis 2025, l'Ukraine a lancé 20 000 frappes contre la Russie, chacune ayant 2 objectifs. Le premier, éliminer une cible russe. Il peut s'agir d'une raffinerie, d'un terminal, d'une usine ou d'autres cibles qui font tourner la machine de guerre russe. Deuxièmement, ramener la guerre au peuple russe. Les drones de l'Ukraine rappellent constamment à ces gens que l'invasion lancée par leurs dirigeants, qui devait se terminer en quelques jours, s'est transformée en un combat que la Russie est loin de gagner. La dynamique a changé. En 2026, c'est l'Ukraine qui prend l'avantage. Les chiffres provenant du front ne sont pas meilleurs. Pour chaque soldat que l'Ukraine perd, la Russie en perd 8. C'est intenable. Et pour les Russes, chez eux, que Poutine a longtemps tenté de protéger de la guerre qu'il a déclenchée, cela devient chaque jour plus évident. Des dizaines de milliers de personnes entrent en Ukraine pour ne jamais en revenir. Chaque fois que Poutine ou ses sbires essaient de se féliciter d'une frappe aérienne, l'Ukraine rappelle qu'elle peut faire bien plus. Des familles sont dévastées partout en Russie. Rarement par des drones frappant des cibles militaires, mais bien trop souvent par Poutine lui-même, alors que sa soif inextinguible de guerre arrache père, fils et mari à leurs proches. Poutine a imposé cette réalité à des millions de Russes, qui ressentent désormais la guerre comme jamais. Cette réalité est dure, la Russie est en train de perdre. Les preuves sont partout en Russie et dans les territoires occupés. À Saint-Pétersbourg, qui est la ville natale de Poutine et l'une des villes les plus prestigieuses de Russie, censée être particulièrement bien protégée, nous voyons des drones ukrainiens frapper des cibles. En Crimée occupée, ce symbole de longue date de la prétendue domination de la Russie sur l'Ukraine, les écoles ferment et les stations-service sont à court de carburant. Tout cela à cause d'une campagne d'isolement magistrale menée par l'Ukraine. Les autorités avertissent les civils russes de rester à l'intérieur, et le son des sirènes d'alerte aérienne devient une constante de la vie partout en Russie.
Rien de tout cela n'était prévu. La guerre devait rester en Ukraine, avec des attaques sur la Russie seulement possibles grâce aux armes occidentales, et limitées aux régions frontalières. Mais l'Ukraine a bouleversé la guerre de Poutine en fabriquant ses propres armes capables de frapper à des centaines, voire des milliers de kilomètres au cœur de la Russie. Nulle part cette dure réalité ne se fait plus sentir qu'à Moscou. L'attaque de représailles de l'Ukraine pour Zaporijia n'est pas la seule fois où elle a frappé la capitale russe récemment. Moscou devient autant une zone de guerre que Kiev, et le peuple de Poutine commence à le réaliser. Une attaque de drone mi-juin contre la plus grande raffinerie pétrolière de la ville s'inscrivait dans une offensive majeure impliquant environ 1000 drones et 4 missiles de croisière ukrainiens. C'est ce que le ministère russe de la Défense a affirmé avoir intercepté, avec 200 de ces drones lancés sur Moscou. Mais la raffinerie en feu et la pluie noire, alors que la fumée envahissait le ciel, racontent une autre histoire. Les drones ukrainiens frappent désormais sur le sol russe. Ils provoquent l'annulation de vols, et sont vus par les habitants de Moscou en volant vers leur cible. Cela ne peut plus être caché. L'ampleur des frappes de drones ukrainiens est sans précédent, et elles ont brisé le récit d'une Russie indomptable que Vladimir Poutine a tenté de créer. Moscou est devenu un nouveau front. Vladimir Poutine tente évidemment de sauver les apparences. L'image de Vladimir Poutine, comme dirigeant intransigeant, agissant toujours pour la Russie, était fragile et maintenue par un état policier et une censure omniprésente. Cette image est mise à l'épreuve comme jamais auparavant, et elle se fissure sous la pression de la campagne incessante de drones à longue portée menée par l'Ukraine. C'est cette image qui empêche Vladimir Poutine de capituler, même en sachant qu'il devrait le faire, d'autant plus que ses généraux lui affirment que les soldats au sol atteindront ses objectifs, alors qu'ils meurent en masse face aux défenses ukrainiennes. À Moscou, Vladimir Poutine tente de rassurer élites et habitants, en qualifiant la situation d'incident passager, ce qui n'est pas le cas. 20 000 frappes à travers toute la Russie depuis 2025, c'est déjà suffisamment grave. Maintenant que tant de ces frappes touchent à la capitale russe, la preuve de l'échec de Vladimir Poutine est indéniable. Vladimir Poutine renforce les défenses. Le 23 juin, la nouvelle voix de l'Ukraine a signalé que la Russie avait renforcé la défense aérienne de Moscou, en retirant des unités du front, où elles sont pourtant plus nécessaires. Cela réconfortera peu les familles des soldats, rendus plus vulnérables pour que Vladimir Poutine préserve son image de protecteur de la Russie. Mais cela ne suffit pas. L'un des pansirs déplacés du front vers la raffinerie de Moscou, encore en réparation après la frappe ukrainienne de mi-juin, n'avait que 2 missiles sur 6 prévus. Les défenses aériennes russes manquent de munitions. Que Poutine attend-il des moscovites ? Ramasser des pandirs et les lancer sur les drones. L'absurdité de cette idée a été montrée par l'attaque de représailles ukrainiennes du 1er juillet d'O. Vous souvenez-vous du centre de communication spatiale mentionné ? Déjà touché auparavant, ce type de cible devrait avoir une défense aérienne renforcée par la Russie. Pourtant l'Ukraine l'a frappé de nouveau. Des drones ont parcouru plus de 500 km jusqu'au centre de communication satellitaire de Dubna, les défenses russes ayant encore peu fait pour les arrêter. Zelensky a ajouté que les drones ukrainiens avaient frappé 4 centres similaires à Moscou et dans la région de Vladimir. Même Poutine a été contraint de reconnaître le succès de l'Ukraine, déclarant quelques jours seulement avant la dernière attaque de l'Ukraine. En ce qui concerne les frappes contre les infrastructures critiques en général, et les infrastructures énergétiques en particulier, bien sûr, ces attaques contre nos installations d'infrastructures posent des problèmes, c'est évident. C'est évident depuis 2025. Il aura fallu 20 000 frappes pour que Poutine reconnaisse enfin qu'il y a un problème qui n'aurait jamais dû exister. La Russie perd actuellement, et son peuple en est conscient. Ils voient chaque jour des drones ukrainiens entrer sur leur territoire et subissent les effets d'une économie en crise et d'une forte inflation, rendant le coût de la vie exorbitant. Le carburant commence à manquer. Les services de renseignement britanniques rapportent qu'au moins 500 000 Russes sont morts et que le nombre de soldats victimes de la guerre dépasse 1,4 million, si l'on prend en compte les blessés et ceux qui se sont rendus. Des rapports indiquent que l'espérance de vie des soldats russes sur certains fronts ne dépasserait pas 20 minutes, illustrant l'efficacité des zones de mort infestées de drones dans des régions que les généraux de Poutine prétendent inévitablement conquérir. Peut-être tomberont-elles avec le temps, mais les cicatrices dans la chair russe s'approfondissent. Et pour beaucoup à l'intérieur de la Russie, c'en est assez. Ils veulent la fin de la guerre et sont désormais prêts à dire à un président qui les a longtemps intimidés que c'est fini. La Russie a perdu, il faut l'accepter.
Cela pourrait bien tout changer pour Poutine. Mais avant d'aller plus loin, petit rappel, vous regardez l'émission militaire. Si nos analyses vous sont utiles, abonnez-vous et activez la cloche pour voir nos vidéos. En Russie, les voix anti-guerre s'élèvent et disent à Poutine « Retirez-nous de là ». Dans un rapport du 1er juillet, le Kyiv Post a indiqué que la plus grande attaque ukrainienne contre Moscou avait fortement accru le sentiment anti-guerre en Russie. Le média mentionne une étude de Join Ukraine, une ONG ayant analysé les discussions sur les réseaux sociaux après les frappes ukrainiennes. Après avoir examiné 40 et 1883 publications qui ont généré un total combiné de 594 millions de vues sur Telegram et d'autres réseaux sociaux, cette recherche a conclu que le sentiment anti-guerre dans toute la Russie a augmenté de façon spectaculaire, de 235%. L'attaque du 18 juin contre la raffinerie de Moscou marque un tournant, et la récente riposte contre la ville devrait probablement accentuer cette hausse. Ce que nous voyons ici, c'est un narratif sur lequel Poutine s'est appuyé pendant si longtemps qui est en train de changer, et ce n'est pas en sa faveur. L'étude révèle une hausse de 235%, des publications anti-guerre et une augmentation des critiques envers les autorités russes sur leur gestion des attaques de l'Ukraine. Les doutes sur l'efficacité des défenses aériennes russes augmentent, ce qui n'est pas surprenant vu l'impact des drones ukrainiens. Le gouvernement de Poutine est accusé de ne pas protéger ses citoyens, révèle l'étude. Yulia Yelenitch de Join Ukraine résume bien la situation. Tant que les combats restent loin, il est plus facile de les ignorer ou de les voir à travers le prisme de la propagande. Mais quand des drones frappent Moscou ou d'autres grandes villes, les Russes s'inquiètent pour leur sécurité, remettent en cause les autorités, analysent les déclarations officielles et exigent la fin de la guerre, rapporte Yelenitch. C'est inacceptable pour Poutine. C'est aussi clair que jamais. Son rôle de grand protecteur de la Russie est remis en cause. Même avec l'état policier qu'il a instauré et toute la répression sur les réseaux sociaux et internet en Russie, la dissidence parvient non seulement à percer, mais elle gagne du terrain. Il y a plus encore. Au-delà des débats en ligne, d'autres signes montrent que les siens veulent qu'il admette que l'invasion telle qu'il la voyait est perdue. Dans un rapport du 19 juin, la Pravda a révélé qu'un projet appelé Faraday Daily, créé par la journaliste russe Farida Roustamova, avait obtenu l'accès à une source au sein du parti politique Russie Unie, dirigé par Poutine. Cette source a révélé que les groupes de discussion organisés par le parti ont de plus en plus montré que les Russes sont prêts à accepter une fin de la guerre en Ukraine qui ne serait pas une victoire. 60% ont déclaré qu'ils étaient bolas de la guerre, et que cette fatigue ne ferait qu'augmenter à mesure que de plus en plus de drones ukrainiens atteindraient à Moscou. Quelques jours plus tard, le 1er juillet TVP World l'a révélé. Une enquête menée par l'Institut de conflictologie et d'analyse de la Russie, basée à Kyiv, a révélé que 81% des 1600 Russes interrogés se sont déclarés favorables à une fin de la guerre en Ukraine dès demain. Les partisans d'une victoire totale de la Russie n'étaient que 9%, le taux le plus bas jamais relevé par cette enquête. La paix est sur toutes les lèvres des Russes ordinaires, et Vladimir Poutine ne peut pas se fier à sa popularité pour savoir s'il répond à leurs attentes. Ces taux d'approbation sont en chute libre. Selon un rapport de Newsweek du 30 juin, la fondation de l'opinion publique soutenue par le Kremlin a constaté que 69% des 1500 personnes interrogées disent donc faire confiance à Vladimir Poutine. Cela paraît élevé. Beaucoup d'hommes politiques occidentaux aimeraient avoir une telle confiance. Quelques éléments sont à considérer ici. C'est le niveau de confiance le plus bas pour Vladimir Poutine depuis le début de son invasion. Et deuxièmement, il s'agit d'un sondage provenant d'une source soutenue par le Kremlin, ce qui signifie que les chiffres sont probablement truqués, et que les personnes interrogées restent méfiantes à l'idée de recevoir la visite de la police secrète si elles expriment trop de désapprobation envers Vladimir Poutine. Et pourtant, même avec ces facteurs en jeu, près d'un tiers des Russes disent désormais ouvertement qu'ils ne font pas confiance à Vladimir Poutine, pas du tout. Le message est envoyé haut et fort, encore et encore. Les Russes en ont assez des 20 000 frappes. Ils en ont assez que Moscou soit transformé en cible, et ils en ont de plus en plus assez que Poutine continue d'agir comme si son empire devait aller jusqu'au bout, 4 ans et demi, et plus de 1,4 million de victimes plus tard. Vous pourriez croire que Poutine est enfin prêt à écouter, puisqu'il commence à reconnaître tous ses troubles. Mais si vous croyez cela, c'est que vous ne connaissez pas Poutine. De telles preuves de sa défaite et de la colère populaire ne l'arrêteront pas. Il fera simplement ce qu'il fait toujours, se protéger. Poutine est tellement ébranlé
parce qu'il considère comme un changement évident de sentiment parmi son peuple, combiné à la domination croissante de l'Ukraine dans la guerre aérienne, qu'il s'entoure de plus en plus de personnes capables de l'isoler de tout cela. Le 2 juillet, juste un jour après que l'Ukraine a de nouveau envoyé des drones survoler Moscou, le Kyiv Post a rapporté que Poutine avait publié un nouveau décret élargissant l'administration centrale du Service fédéral de protection de la Russie, ou FSO. Pour ceux qui l'ignorent, le FSO est un groupe de sbires chargé de protéger Poutine. C'est la 4e expansion de ce type depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Avant 2022, le FSO ne s'était pas agrandi depuis 2010. Maintenant, c'est déjà une très mauvaise idée en soi. Poutine a déjà confié tellement de choses au FSO, qu'il supervise toutes les communications de l'État russe, et qu'il est responsable de la vérification de tout le personnel qui entre en contact avec Poutine. Le dirigeant de la Russie sacrifie un pouvoir qui pourrait se retourner contre lui à mesure que sa paranoïa grandit, mais c'est cette paranoïa qui est le véritable problème. Ce que cette dernière expansion nous montre, c'est que Poutine sait qu'il est en réel danger. Il a peur, non seulement de l'Ukraine et de ses drones, mais de tout le monde. Il constate la baisse de sa popularité. Le FSO surveille cela aussi. Et maintenant, il fait tout ce qu'il peut pour sauver sa peau alors qu'il perd le contrôle de sa guerre et de son peuple. C'est ainsi que Poutine est en train de perdre la guerre. Les drones volant vers Moscou sont le symptôme de la maladie qui gagne chaque jour davantage la Russie. Si tout allait bien, Poutine n'élargirait pas les pouvoirs du FSO. Il n'aurait pas besoin de s'inquiéter des sondages d'opinion, car son peuple le craindrait encore suffisamment pour jouer le jeu du grand protecteur et de son protectorat. Mais le bluff qui a duré 25 ans s'est effondré. Poutine court à sa perte et il peut même le voir venir. Il tente désormais de placer un maximum de personnes entre lui et une population de plus en plus en colère, alors que sa légitimité s'effrite sous ses pieds. Et donc, nous revenons aux 20 000 frappes, depuis 2025, et aux drones qui viennent de survoler Moscou. Ces frappes ne suffiront pas à gagner la guerre en Ukraine, mais s'inscrivent dans un ensemble plus large. Ces frappes catalysent le mécontentement actuel en Russie. Moscou est devenu une zone de guerre, ce qui saute aux yeux de tous en Russie. Des personnes à des centaines de kilomètres de l'Ukraine craignent désormais pour leur sécurité, et elles pointent de plus en plus du doigt Poutine pour cette situation. Le système que Poutine a construit autour de lui semble moins stable que jamais. Les élites ne lui sont pas aussi loyales qu'il en aurait besoin. Poutine ne peut plus se vanter d'une économie fonctionnelle, ni de la stabilité implicite qui accompagne l'absence de dissidence. Tout commence à s'estomper. Le dirigeant russe a perdu le contrôle. Le véritable échec de Poutine, qui causera sa défaite dans la guerre qu'il a déclenchée, et son refus de céder. C'est ce que signifie réellement l'expansion du service fédéral de protection. Malgré toute la pression de l'Ukraine et de son propre peuple, Poutine est encore extrêmement peu susceptible de venir à la table des négociations et de s'entendre sur un accord de paix qui ne lui donne pas tout ce qu'il veut. Poutine est un homme têtu, trop têtu. Même lorsqu'il verra les frappes ukrainiennes à longue portée entrer en vigueur et qu'il constatera que l'Ukraine prend de l'avance sur la Russie dans le domaine de la frappe à longue portée, il restera sur sa position. Poutine continuera de faire des promesses qu'il ne pourra pas tenir. 20 000 frappes deviendront 30 000, 40 000, puis bien plus encore. Et tout ce temps, il tentera d'ignorer ce fait. La Russie est en train de perdre. L'Ukraine ne faiblit pas, et son peuple se retourne contre lui. L'entêtement de Poutine causera sa défaite. Pour la Russie elle-même, son soi-disant homme fort mène le pays sur la voie de la ruine. Ce rêve d'empire russe est déjà mort et enterré. Les alliés ont été poussés vers l'Occident. L'économie russe est déjà paralysée. Poutine, en fin de règne, a brisé la confiance mondiale envers la Russie par son entêtement. Découvrez pourquoi c'est un problème majeur pour un homme obsédé par son héritage et le pays qu'il dirige dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir nos reportages sur la réalité en Russie. Et merci, comme toujours, de nous regarder.